Les pionniers oubliés. Qui étaient les Olmecs? Installe-toi. Laisse la journée s'effacer et la jungle avancer. Ce soir, nous ouvrons un mystère discret. Une civilisation qui a laissé le tonnerre dans la pierre et des murmures dans l'ombre. Si ce voyage paisible t'aide à dériver, pense à appuyer sur « J'aime ». Essayons d'en atteindre 1000 avant le matin. Ils étaient là bien avant que les Mayas ne construisent des temples aux escaliers célestes et bien avant que les Aztèques ne fondent des empires. Le long des basses terres chaudes de la côte du Golfe, ils ont façonné le premier battement de cœur de la Mésoamérique. Plus tard, on les a appelés Olmecs. Leur monde était humide, vert, vivant d'oiseaux, d'insectes et du souffle des rivières, et de nuages d'orage derrière les collines. Qui étaient-ils vraiment? Commence par l'eau et la terre. Des rivières serpentaient à travers les marais luxuriants. Des champs fertiles nourrissaient les familles. Les collines offrirent de la pierre. De hameaux épars sont nés des lieux de rassemblement. Et avec la croissance vinrent des chefs, des rituels et des récits assez puissants pour unir des milliers de personnes. Nous visiterons San Lorenzo et la Venta plus tard, quand nous pourrons marcher correctement dans leurs avenues, mais garde déjà cette idée. Ces gens ont organisé le pouvoir à une échelle que les communautés de la région n'avaient jamais tentée auparavant. Leur époque remonte au 2e millénaire avant l'ère commune et s'étend jusqu'au 1er siècle avant l'ère commune. Nous parlerons des calendriers plus tard. Pour l'instant, ressens seulement cette durée, des siècles d'expérimentation. Cultiver le maïs, soigner les courges et les haricots, pêcher dans les eaux saumâtres, tracer des sentiers dans la forêt, transporter des pierres depuis des collines lointaines. Chaque choix s'empilait pour créer quelque chose de plus grand que la vie quotidienne. Ce plus grand explique pourquoi les cultures suivantes ont hérité d'un monde déjà vibrant de symboles partagés. Tu connais sans doute leurs indices célèbres, mais gardons les détails pour plus tard. Les têtes colossales, les divinités liées aux jaguars, un jeu de balles sacré reliant les villages. Nous rencontrerons les dieux dans un chapitre qui leur est consacré, et le jeu de balles mérite une nuit entière à lui seul. Pour ce soir, garde une pensée. Les Olmecs ont mêlé pouvoir et surnaturel, jusqu'à ce que la politique et le monde spirituel paraissent deux mains frappant le même tambour. Leur quotidien devait être riche et intime. Imagine des mains lissant l'argile humide pour en faire des bols, des enfants apprenant à moudre le maïs, des anciens racontant les récits des origines, tandis que les feux crépitaient. Des commerçants faisaient circuler des trésors, des pierres vertes étincelantes et du verre volcanique, reliant côtes, vallées et hauts plateaux. Les réseaux d'échange auront leur moment plus tard, mais tu peux déjà deviner leur portée, une influence rayonnant bien au-delà des marais. Olmec est un nom donné bien plus tard. Ils n'ont laissé aucun autoportrait clair. À la place, ils ont laissé des signes, des symboles gravés dans la pierre, des motifs qui pourraient être une écriture précoce, et un art parlant le langage de la puissance animale et de l'autorité humaine. Nous nous attarderons sur ces symboles dans le chapitre sur leur écriture et plus tard sur les figurines miniatures et les masques sacrés. Pour l'instant, écoute le message derrière ces objets. Ces gens réfléchissaient profondément à l'identité, au rang et à la frontière entre l'humain et l'animal. Étaient-ils de doux pionniers ou de sévères dirigeants? Probablement les deux selon l'époque et le chef. Les souverains et les chamans semblent liés, guidant des cérémonies qui reliaient les communautés à l'ordre cosmique. Le sang et le rituel, thème que nous garderons pour un autre chapitre, formaient la gravité qui maintenait la société en orbite. Quand les tempêtes détruisèrent les maisons ou que les récoltes échouaient, les dirigeants cherchèrent l'équilibre par des offrandes, renouvelant le contrat entre la terre, le ciel et le peuple. Comme toutes les grandes histoires, la leur se pliait aux caprices du climat et au changement. Des bouleversements environnementaux et des pressions sociales ont peut-être poussé certains centres à décliner. Ce mystère appartient à nos chapitres sur le climat et le déclin, ainsi qu'aux rivaux qui ont grandi dans leur ombre. Pourtant, même si certaines villes s'éteignaient, leurs idées ne disparaissaient pas. Les peuples suivants adoptèrent et adaptèrent des espaces sacrés, une mesure du temps et l'idée que le pouvoir des souverains venait du ciel. Alors, qui étaient les Olmecs, les premiers bâtisseurs, les architectes silencieux d'une idée régionale? Les humains pouvaient façonner le paysage, le temps et le sens ensemble. Ils ont posé des fondations sur lesquelles d'autres construiraient, laissant des indices de pierre, des récits de rivières et un silence qui vibre encore. Expire, laisse les tambours s'éteindre dans la nuit. Quand tu seras prêt pour la suite, nous suivrons la trace de villages devenus géants,
et d'une forêt qui a appris la forme d'une ville. Ce chemin commence bientôt, et je le parcourrai avec toi, lentement, un souffle attentif après l'autre. Mystère des esprits Olmec, le jaguar, le dragon et le serpent à plumes. Il y a quelque chose de troublant chez les Olmec. On le ressent en observant leurs sculptures, des yeux trop grands, des bouches qui semblent à la fois humaines et animales, sans l'être vraiment. Ils voulaient se nous montrer quelque chose qui venait d'au-delà de ce monde, et parmi leurs créations les plus étranges, 3 figures apparaissent sans cesse, le jaguar, le dragon et le serpent à plumes. Ce n'étaient pas de simples décorations, c'étaient des forces, des puissances, et peut-être même les bases d'une religion que nous ne comprenons pas encore totalement. Le jaguar vient en premier, pas comme un animal de compagnie ou un trophée, mais comme une idole. Les Olmecs vivaient dans les jungles épaisses du sud du Mexique, où le jaguar régnait comme prédateur silencieux. Il était féroce, rusé et presque invisible quand il chassait. Pour eux, cet animal devait sembler magique, comme un esprit marchant sur 4 pattes. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont sculpté des êtres mi-hommes, mi-jaguar, des bébés au visage félin, des chefs avec des crocs de fauve. Pourquoi? Certains pensent que les Olmecs croyaient que le jaguar pouvait franchir la frontière entre les mondes, l'humain et le surnaturel. Une créature de puissance, de transformation et peut-être même de renaissance. Puis vient celui que nous appelons le dragon Olmec, même si dragon est notre mot, pas le leur. Ce n'était pas une bête cracheuse de feu sortie d'un conte. C'était une créature étrange, une gueule de crocodile, des sourcils en forme de flamme, peut-être même des écailles de reptiles. On le retrouve sur des autels et des monuments, comme un gardien posté aux portes, semblant dire « Seuls les élus peuvent passer ». Était-il le protecteur des vivants, ou le symbole de la terre elle-même, avalant et donnant la vie en même temps? Certains archéologues pensent que ce dragon représentait l'agriculture, la terre, la pluie, le feu, réunis dans un masque terrifiant. Et puis, le serpent à plumes. Celui-ci ressemble à une prophétie, car nous le retrouverons des siècles plus tard avec le Kukulkan des Mayas et le Quetzalcoatl des Aztèques. Mais les Olmecs pourraient bien avoir été les premiers à l'imaginer. Un serpent rampant sur terre, mais dont les plumes l'élevaient vers le ciel. La terre et le ciel réunis en une seule créature. L'idée qu'un être puisse relier le bas et le haut est puissante. Les Olmecs considéraient-ils déjà leurs esprits comme des ponts entre les mondes? Si oui, ils ont posé les bases de toutes les civilisations mésoaméricaines qui ont suivi. Ce qui est frustrant, c'est que nous n'avons pas une seule explication écrite venant directement d'eux. Leurs symboles ont survécu, mais leur sens reste une énigme. Un jaguar sculpté dans le jade, est-ce le signe d'un souverain qui se disait d'origine divine, ou la trace d'un rituel où les chamans appelaient l'esprit de l'animal? Un serpent gravé sur un autel, est-ce l'emblème de la pluie et des récoltes, ou le guide des âmes après la mort? Chaque possibilité entretient le mystère. Une théorie suggère même que ces esprits Olmecs n'étaient pas séparés, mais les fragments d'une seule histoire cosmique. Le jaguar pour la nuit, le dragon pour la terre, le serpent pour le ciel. 3 facettes de l'existence, chacune redoutable à sa manière. Cela a du sens quand on y pense. Les Olmecs vivaient entourés d'une jungle dense, d'animaux dangereux, de rivières capables de déborder ou de disparaître, et de cieux promettant autant d'orages que de soleil. Leurs idoles n'étaient pas douces. Elles étaient imprévisibles, à l'image du monde qui les entourait. Et ce trio divin n'était pas réservé aux mythes. Il pénétrait aussi la politique. Si un chef affirmait être lié au jaguar, ce n'était pas qu'un récit. C'était une revendication de pouvoir, une autorité surnaturelle. Plus tard, nous verrons comment dirigeants et chamans ont utilisé cette connexion divine pour justifier leur autorité. Mais déjà, chez les Olmecs, nous voyons les premiers signes d'une fusion entre idoles et souverains. Ce qui frappe, c'est à quel point ces figures nous paraissent familières en suivant le fil de l'histoire. Les Mayas ont repris le serpent à plumes, les Aztèques lui ont donné un nom et une mythologie, et même dans l'art mexicain d'aujourd'hui, on retrouve encore des échos de jaguars et de serpents. Mais tout semble commencer ici, chez les Olmecs, dans leurs jungles humides. Alors, quand vous voyez ces visages de pierre, des jaguars pas tout à fait jaguars, des serpents qui prennent leur envol, des dragons aux sourcils de flamme, souvenez-vous que ce n'étaient pas de simples esprits. C'était la façon des Olmecs de donner un sens à un monde dangereux, magnifique, et toujours trop vaste pour qu'ils puissent le maîtriser.
Et c'est peut-être pour cela que leurs idoles nous fascinent encore aujourd'hui. Elles nous rappellent une vérité que nous ressentons toujours. La nature est puissante, imprévisible, et toujours un peu au-delà de notre compréhension. Le jeu de balle sacré, sport, rituel ou sacrifice. Imaginez-vous debout dans un terrain de pierre, l'air chargé d'attente, des tambours résonnant au loin et une foule réunie dans le silence. Au centre, deux équipes s'affrontent, non pas avec des battes ou des ballons comme aujourd'hui, mais avec les hanches, les cuisses et les épaules. Et l'enjeu, bien plus grand que n'importe quel championnat moderne. Pour les Olmecs, ce n'était pas qu'un jeu, c'était un rituel, une mise en scène, et parfois une question de vie ou de mort. Le jeu de balle olmec est l'une des traditions les plus marquantes qu'ils ont laissées, et il n'est pas exagéré de dire qu'il a façonné la culture mésoaméricaine pendant des siècles. Les archéologues ont retrouvé des terrains de jeu dans des sites olmecs datant de plus de 3000 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens jeux organisés du monde. Mais voici où le mystère s'épaissit. Était-ce vraiment juste du sport, ou bien portait-il une signification plus sombre, plus sacrée? Commençons par le jeu lui-même. La balle était faite de caoutchouc solide, lourde et dense, rebondissant d'une manière qui devait sembler magique à l'époque. Imaginez essayer de la garder en mouvement, sans utiliser vos mains ni vos pieds. Les Olmecs n'avaient pas non plus nos protections modernes. Un coup violent pouvait provoquer des bleus, ou même briser des os. Alors pourquoi jouer? La réponse se trouve dans leur croyance. Pour eux, le jeu de balle reflétait l'éternel affrontement entre la vie et la mort, le jour et la nuit, le ciel et le monde souterrain. Chaque rebond de la balle symbolisait la course du soleil à travers le ciel, et chaque point marqué avait une importance cosmique. Ce n'était pas un divertissement, c'était une reconstitution de l'équilibre de l'univers joué devant leurs idoles. Et la foule n'assistait pas juste pour le spectacle, elle assistait à un acte sacré. Mais parlons de la question qui revient toujours, le sacrifice. Est-ce que les perdants du jeu de balle olmec payaient le prix ultime? Même si les preuves directes manquent, les civilisations suivantes comme les Mayas et les Aztèques ont bien lié ce jeu aux offrandes sanglantes, parfois même aux sacrifices humains. Les chercheurs pensent que les Olmecs ont peut-être ouvert la voie à cette tradition, mais on ignore encore si c'étaient les perdants, les capitaines ou même les vainqueurs qui étaient sacrifiés. Dans certaines cultures, être choisi pour un sacrifice était considéré comme un honneur, une façon de servir directement les esprits. Les terrains eux-mêmes nous donnent plus d'indices. Dans des sites comme San Lorenzo et La Venta, on trouve des terrains alignés avec des événements astronomiques. Cela veut dire que les matchs n'étaient pas organisés seulement pour divertir, mais pour suivre les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles. Ce n'étaient pas des parties improvisées. C'étaient des rituels planifiés pour refléter les cycles cosmiques. Et voici un détail fascinant. Le jeu de balle n'était pas seulement religieux, il était aussi politique. Les dirigeants pouvaient l'utiliser pour afficher leur force, unir leur peuple, ou même régler des conflits. Au lieu d'aller en guerre, certaines disputes pouvaient se résoudre sur le terrain, où l'on croyait que les esprits eux-mêmes décidaient de l'issue. Imaginez la tension, tout un village attendant de voir si son chef allait triompher sous le regard des forces divines. Il faut se souvenir cependant que les Olmecs ne nous ont laissé aucun manuel de règles. La plupart de ce que nous savons vient des civilisations suivantes, qui ont repris le jeu et l'ont adapté. Mais n'est-ce pas ce qui le rend captivant? Le jeu de balle est comme une ombre qui traverse le temps. Nous en voyons les traces dans les terrains de pierre, les balles de caoutchouc et les œuvres d'art, mais l'histoire complète nous échappe encore. Plus tard, quand nous parlerons des symboles gravés dans la pierre et des mystérieux esprits vénérés par les Olmecs, vous verrez comment ce jeu s'inscrivait dans un ensemble plus vaste. Ils n'étaient pas séparés de leur religion ni de leur politique, il en faisait partie intégrante. Alors, le jeu de balle olmec était-il sport, rituel ou sacrifice? La vérité est peut-être qu'il était les trois à la fois, un mélange d'adresse, de foi et de crainte. Pour les joueurs, chaque match était une épreuve de force. Pour le peuple, c'était un drame sacré. Et pour les idoles, c'était une offrande, écrite non pas en mots, mais en sueur, en sang, et dans le rebond lourd d'une balle de caoutchouc. Et peut-être est-ce pour cela qu'il nous hante encore aujourd'hui. Parce que dans ce jeu ancien se cache l'essence même de ce que signifiait être humain à l'époque olmec. Vivre, combattre, croire, et parfois tout donner pour une cause plus grande que soi. Maintenant dites-moi, oseriez-vous entrer sur ce terrain, en sachant ce qui pourrait vous attendre à la fin du match? Dirigeants,
et chaman. Le pouvoir mêlé au surnaturel. Dans le monde des Olmecs, le pouvoir ne reposait jamais seulement sur les armées, la richesse ou les territoires. Il était lié à quelque chose de bien plus étrange, la croyance que les dirigeants pouvaient franchir la frontière entre l'humain et le divin. Pour les Olmecs, un véritable chef n'était pas seulement un roi assis sur un trône, c'était aussi un chaman, un homme capable d'entrer dans les mondes invisibles, de parler aux esprits et d'obtenir leur faveur. La politique et la religion n'étaient même pas séparées, elles formaient une seule et mystérieuse force. Pensez-y. Les Olmecs vivaient dans un monde incertain. Les crues pouvaient détruire une récolte entière, la jungle grouillait de prédateurs et les maladies pouvaient frapper à tout moment. Quel genre de chef pouvait rassurer un peuple au milieu d'un tel chaos? Pas seulement quelqu'un qui construisait des canaux ou rassemblait de la nourriture, mais quelqu'un qui pouvait promettre la protection des puissances supérieures. Quelqu'un qui disait « Les esprits m'écoutent, et à travers moi, ils vous béniront ». C'est là que le roi chaman entrait en scène. Les archéologues qui étudient les artefacts olmecs trouvent souvent d'étranges représentations de figures mi-humaines, mi-animales. Certaines montrent des dirigeants portant des masques de jaguars ou en pleine transformation dans des sculptures où griffes et crocs remplacent peu à peu les traits humains. Ce n'étaient pas des déguisements festifs. Ils symbolisaient le voyage du chaman, une transe où il fusionnait avec le jaguar, ou avec d'autres êtres sacrés comme le serpent ou le dragon dont nous avons déjà parlé. En devenant une part de l'animal, il obtenait sa force, sa sagesse et son autorité spirituelle. Mais voici la partie intrigante. Nous ne savons pas si tous les dirigeants étaient chamans, ou si seuls certains chamans accédèrent au pouvoir. Peut-être que la frontière entre les deux n'existait pas du tout. Il est possible que chaque roi olmec ait été tenu de maîtriser l'art de la transformation afin de guider son peuple non seulement dans ce monde, mais aussi dans le surnaturel. Imaginez l'avantage politique que cela représentait. Si vous défiez un tel homme, vous ne vous opposez pas seulement à votre chef, vous défiez les idoles mêmes dont il disait être le canal. Les preuves de cette fusion entre pouvoir et religion apparaissent dans les grands hôtels et trônes des cités olmèques, comme la Venta et San Lorenzo. Certains montrent des dirigeants sortant de ce qui ressemble à des bouches de grottes, symboles de l'inframonde. D'autres les représentent tenant des nourrissons aux traits de jaguar, comme pour suggérer que leur lignée portait du sang divin. Était-ce à prendre au pied de la lettre ou symbolique? Les Olmecs croyaient-ils que leurs dirigeants étaient issus d'union entre humains et divinités, ou était-ce une manière de dire « nous détenons le droit sacré de régner ». Il y avait aussi un côté plus sombre. Être chaman ne se limitait pas à soigner ou à appeler la pluie. Cela impliquait souvent des sacrifices, parfois d'animaux, parfois d'humains, et peut-être même de soi-même. Pour parler aux dieux, un chaman pouvait se percer la peau, verser son sang sur des objets sacrés, ou jeûner jusqu'à entrer en transe. Si les dirigeants olmecs pratiquaient ces rituels, leur pouvoir n'était pas doux. Il était brutal, violent, nourri par l'idée que la souffrance ouvrait les portes du surnaturel. Les civilisations suivantes, comme les Mayas et les Aztèques, ont perpétué cette pratique, mais les Olmecs en furent peut-être les précurseurs. Ce qui rend tout cela fascinant, c'est la façon dont cette fusion entre roi et chaman a servi de modèle pour toute la Mésoamérique. Les Mayas ont eu des rois qui lisaient les étoiles et pratiquaient l'autosacrifice. Les Aztèques ont couronné des empereurs qui devenaient des avatars d'esprit lors de cérémonies rituelles. Même après leur déclin, l'ombre de la manière olmèque de gouverner persistait. Et tout commença là, dans ces jungles brumeuses, avec des dirigeants qui prétendaient marcher entre deux mondes à la fois. Mais il reste une énigme. Le peuple croyait-il sincèrement au pouvoir surnaturel de ses dirigeants? Ou bien était-ce une mise en scène politique brillante, destinée à convaincre les sujets que l'obéissance était un devoir sacré? Nous ne le saurons jamais. Les Olmecs n'ont laissé aucun écrit, seulement des monuments de pierre et des sculptures énigmatiques. Et c'est peut-être là leur génie. Un dirigeant qui est aussi chaman ne gouverne pas seulement les corps, il gouverne les esprits et les âmes. Il n'a pas besoin d'une armée pour maintenir son pouvoir, pas quand les gens craignent que désobéir revienne à défier les divinités elles-mêmes. C'est une leçon de contrôle que des chefs, partout et à travers toute l'histoire, auraient enviée. Et c'est là que leur histoire nous laisse mal à l'aise. Quand vous contemplez ces trônes sculptés et ces dirigeants au visage de jaguar, demandez-vous, étaient-ils de véritables visionnaires touchés par le divin, ou les premiers maîtres de l'art d'utiliser la foi comme une arme? La frontière est mince, et les Olmecs la franchissaient
avec une habileté terrifiante, le mystérieux déclin, l'effondrement d'une grande civilisation. Il y a quelque chose de glaçant quand on marche dans les ruines d'une cité autrefois florissante. Des places désertes où des foules se rassemblaient jadis. Des temples en ruines qui touchaient autrefois le ciel. Des statues brisées qui fixent la jungle d'un regard vide. Les Olmecs, la soi-disant culture mère de la Mésoamérique, avaient atteint des sommets impressionnants. Puis, presque sans prévenir, leur monde s'est effondré. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui aurait pu faire chuter une civilisation qui avait posé les bases de tout ce qui a suivi ? L'histoire du déclin olmèque est enveloppée de silence. Contrairement aux Mayas ou aux Aztèques plus tard, ils n'ont laissé ni livres, ni chroniques, ni récits détaillés pour expliquer leur sort. Tout ce que nous avons, ce sont des indices, des fragments éparpillés dans la pierre, dans la terre, dans les ruines. Et à partir de ces fragments, historiens et archéologues tentent de recomposer une énigme qui continue de nourrir le débat. Replaçons le contexte. Vers 1200 ans avant Jésus-Christ, les Olmecs étaient à leur apogée. Leurs grands centres, comme San Lorenzo et plus tard la Venta, prospéraient avec leurs têtes colossales, leur art raffiné, leurs échanges commerciaux et leurs rituels profondément ancrés. Ils étaient des innovateurs, créant un héritage qui allait se propager à travers les Amériques. Mais vers 400 ans avant Jésus-Christ, leurs cités furent abandonnées, leur culture fragmentée et leur puissance effacée dans l'oubli. Moins d'un millénaire de domination, un clin d'œil comparé à d'autres empires. Alors que s'est-il passé ? Une théorie dominante pointe le climat. Les Olmecs vivaient dans des plaines sujettes aux inondations et au changement des cours d'eau. Des preuves archéologiques suggèrent que des bouleversements environnementaux, peut-être de grandes inondations ou des sécheresses, auraient anéanti l'agriculture. Sans récolte stable de maïs et d'autres denrées, les populations dépendantes de leurs dirigeants auraient su se détourner d'eux, laissant leur centre se désagréger. Une autre possibilité est le trouble social. Nous savons que les chefs Olmecs liaient leur légitimité au rituel et au sang, offrant des sacrifices pour maintenir l'équilibre cosmique. Mais que se passe-t-il quand les récoltes échouent malgré les rituels ? La foi dans les dirigeants s'effondre, et quand la foi s'effondre, la rébellion suit souvent. La religion même qui avait uni le monde olmèque aurait-elle pu devenir la fissure qui l'a détruit ? Certains chercheurs pensent aussi à la pression extérieure. D'autres cultures montaient en puissance, les Zapotèques dans la région d'Oaxaca et les premières communautés mayas à l'est. Peut-être que les Olmecs n'ont pas été renversés par une conquête dramatique, mais lentement dépassés, leur influence absorbée et remodelée par des voisins inspirés par leurs idées, mais décidés à suivre leur propre voie. Il existe aussi l'hypothèse de la surexploitation interne. De grandes cités nécessitent des ressources immenses, de la pierre pour les monuments, de la main-d'œuvre pour les constructions, de la nourriture pour nourrir les populations. Les Olmecs ont peut-être simplement trop tiré sur leur système. Trop de projets, pas assez de bras, trop de pression sur la terre. Quand une sécheresse ou une inondation a frappé, l'équilibre fragile a pu céder. Et puis, bien sûr, viennent les théories plus controversées, celles qui font les gros titres mais laissent les spécialistes sceptiques. Certains évoquent un contact avec des voyageurs lointains ou même l'intervention de forces venues d'ailleurs. Fascinant mais peu solide. Cela nous rappelle surtout à quel point les Olmecs restent mystérieux et combien leur histoire demeure enfouie sous la jungle. Ce qui rend ce déclin encore plus étrange, c'est qu'il ne fut pas une destruction totale. Les Olmecs n'ont pas disparu comme une flamme soufflée. Leur culture s'est dissoute, laissant derrière elle des échos. Les civilisations suivantes, Mayas, Aztèques, ont repris leurs idoles, leurs jeux de Baal, leurs calendriers, leurs symboles. Comme si les Olmecs n'étaient pas morts mais transformés, leur esprit dispersé dans l'ADN de la Mésoamérique. Réfléchissez. Quand les Aztèques érigeaient leurs temples gigantesques, quand les Mayas observaient les étoiles avec une précision incroyable, ils se tenaient sur les fondations posées par les Olmecs. Ce n'est pas l'héritage d'un peuple qui a échoué, c'est celui de pionniers dont l'histoire était trop grande pour se limiter à un seul lieu et un seul temps. Et pourtant, l'image de leur cité abandonnée persiste. Des têtes de pierre à demi enterrées, des centres cérémoniels repris par les lianes et les arbres. Pendant des siècles, leur mémoire a été effacée, leur existence même oubliée, jusqu'à ce que les archéologues les redécouvrent à l'époque moderne. Alors peut-être que le vrai mystère n'est pas seulement pourquoi ils se sont effondrés, mais comment leur histoire a pu rester cachée si longtemps.
Comment la première civilisation des Amériques a-t-elle pu disparaître dans l'ombre, leur voix réduite au silence pendant des millénaires, jusqu'à ce que nous commencions à écouter de nouveau? Les Olmecs sont peut-être tombés, mais leurs fantômes murmurent encore à travers les ruines. Leur déclin nous rappelle que même les plus grandes civilisations peuvent s'écrouler, et pourtant, parfois, leur influence ne disparaît jamais vraiment. Elle change de forme, attendant d'être réinventée, et c'est ce qui rend leur effondrement si troublant. Parce que quelque part, enfouie sous des couches de terre et de temps, repose la vérité complète, une vérité que nous ne découvrirons peut-être jamais totalement. Redécouverte. Comment les archéologues ont ramené les Olmecs à la lumière? Imaginez-vous traversant une jungle reculée du Mexique au XIXe siècle, machette à la main, repoussant les lianes, quand soudain vous tombez sur une immense tête de pierre qui vous fixe depuis le sol. Ses traits sont larges, son étrange casque sculpté et sa taille impressionnante. Vous vous diriez sûrement, qui a fait ça? Et comment est-ce arrivé ici? C'est ce qu'ont vécu les premiers explorateurs modernes qui ont, sans le savoir, pénétré dans le monde oublié des Olmecs. Pendant des siècles après leur déclin, les Olmecs n'étaient plus que des fantômes. Leur cité dormait sous la terre et la végétation. Leurs sculptures colossales reposaient dans des villages isolés. Les habitants en avaient parfois connaissance. Un paysan pouvait trouver une pierre sculptée en labourant son champ, ou des enfants jouaient près d'étranges monuments dans la jungle. Mais personne ne réalisait qu'il s'agissait de vestiges de l'une des premières civilisations du monde. Pour le reste du monde, les Olmecs n'existaient pas. Tout changea au milieu du XIXe siècle. En 1862, un homme nommé José Melgar y Serrano décrivit une énorme tête de pierre dans la région de Trezapote. Il fut stupéfait, l'appelant un buste colossal. À l'époque, les savants pensaient que l'histoire mésoaméricaine commençait avec les Mayas ou les Aztèques. L'idée qu'une culture encore plus ancienne ait pu sculpter une telle œuvre ne leur traversait même pas l'esprit. Certains rejetèrent même la découverte comme une curiosité, allant jusqu'à suggérer qu'elle n'était pas d'origine indigène. Pendant des décennies, cette tête resta une énigme sans explication. Ce n'est qu'au XXe siècle que les Olmecs commencèrent vraiment à prendre place dans l'histoire. Les archéologues entreprirent des fouilles méthodiques à San Lorenzo et La Venta, mettant au jour non seulement des têtes colossales, mais aussi des trônes, des autels, des figurines et des plans urbains complexes. Peu à peu, des motifs se révélèrent. Ce n'était pas une culture isolée, mais bien la fondation de toute la civilisation mésoaméricaine. Les Olmecs n'étaient plus des ombres en marge de l'histoire. Ils en devenaient le centre. Un des tournants majeurs eut lieu dans les années 30 du XXe siècle, quand Matthew Stirling, un archéologue américain travaillant avec la Smithsonian Institution, mena des fouilles systématiques à Trezapote. Ce qu'il découvrit bouleversa le monde savant. Sous la terre, il trouva des monuments portant des inscriptions qui semblaient se rattacher au célèbre calendrier à compte long, suggérant que les Olmecs en avaient peut-être été les véritables inventeurs. Cette seule découverte força les historiens à revoir toute la chronologie des Amériques. Dans les années 40, les fouilles à La Venta ajoutèrent encore au mystère. Les archéologues mirent au jour d'immenses complexes cérémoniels, des mosaïques enterrées faites de blocs de pierre verte et des offrandes soigneusement disposées, enfouies depuis des millénaires. Ce n'étaient pas de simples villages primitifs, c'étaient des centres urbains et religieux sophistiqués. Et l'effort colossal consenti pour enterrer ces offrandes précieuses, parfois des ensembles entiers de figurines en jade, montrait à quel point les Olmecs liaient leur monde au rituel. Chaque fouille rendait leur histoire plus riche et plus étrange. Pourtant, cette redécouverte s'accompagna de débats et de controverses. Les premiers archéologues avaient du mal à situer les Olmecs. Étaient-ils les précurseurs des Mayas, une civilisation distincte, ou quelque chose de totalement différent? Certains esprits marginaux s'emballèrent avec des théories extravagantes. Les Olmecs auraient été influencés par des Africains, des navigateurs venus de l'Ancien Monde, ou même des êtres venus d'ailleurs. Ces idées sensationnelles attiraient l'attention, mais éclipsaient souvent le travail plus rigoureux et patient des archéologues. Peu à peu, cependant, l'image devint plus claire. Les Olmecs étaient bien des innovateurs nés en Mésoamérique, et leur héritage dépassait largement leur région d'origine. La redécouverte ne s'arrêta pas là. Durant la seconde moitié du XXe siècle, les chercheurs revinrent sans cesse à San Lorenzo, La Venta et Trezapote. Chaque saison révéla de nouvelles strates d'histoire, des têtes colossales déplacées,
des systèmes de drainage en basalte, des autels représentant des dirigeants dans des scènes surnaturelles. Les Olmecs apparaissaient comme des ingénieurs, des artistes et des visionnaires spirituels. Leur redécouverte n'était pas seulement celle de monuments, mais celle d'une civilisation qui posa les bases de tout ce qui suivit. Et maintenant, au XXIe siècle, la redécouverte continue avec des outils que les premiers explorateurs n'auraient jamais pu imaginer. Des technologies comme le lidar permettent de voir sous la canopée épaisse de la jungle, révélant des plateformes, des places, et même des plans urbains entiers invisibles au sol. De nouvelles fouilles dévoilent non seulement l'ampleur de l'influence Olmec, mais aussi la vie quotidienne de ceux qui bâtirent ces centres. La redécouverte n'est plus seulement l'émerveillement devant des têtes colossales, mais la reconstitution du tissu social, politique et spirituel d'une civilisation oubliée. Mais peut-être que le plus émouvant dans cette histoire n'est pas seulement ce que l'archéologie a révélé, mais ce qu'elle a restitué. Pour le Mexique moderne, les Olmecs ne sont pas de simples curiosités anciennes, ce sont des ancêtres culturels. Leur art, leur architecture, leur vision du monde font partie des racines profondes de l'identité mésoaméricaine. Ces têtes colossales qui troublaient jadis les explorateurs sont aujourd'hui des trésors nationaux, fièrement exposés dans les musées comme symbole de créativité, de résilience et de mystère éternel. Pensez-y, une civilisation disparue depuis plus de 2000 ans, oubliée pendant des siècles, puis ramenée à la lumière par des regards curieux, des explorateurs obstinés et les mains patientes des archéologues. Aujourd'hui, lorsque vous vous tenez devant l'une de ces têtes colossales, son visage de pierre usé mais toujours imposant, vous ne contemplez pas seulement une œuvre d'art, vous regardez dans une histoire qui a refusé de rester enterrée. Et c'est peut-être ça, la vraie beauté de la redécouverte. Elle nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment perdu. Il attend, enfoui sous la terre, dissimulé dans les racines et la pierre, jusqu'à ce que quelqu'un tende l'oreille pour entendre son récit. Les Olmecs s'étaient un temps tus, mais grâce à la redécouverte, ils parlent à nouveau. Et leur voix nous rappelle que l'histoire n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire, une fouille après l'autre. Des jungles aux géants, naissance de la première civilisation mésoaméricaine. Au cœur de la jungle dense et verte de l'Antiquité, quelque chose d'extraordinaire a commencé à s'éveiller. Personne à l'époque n'aurait pu le deviner, mais il se tenait à l'aube d'une civilisation qui allait préparer la scène pour toute la Mésoamérique. Des marais, des rivières et des forêts enchevêtrées, les Olmecs allaient émerger, non pas comme de simples fermiers dispersés, mais comme la toute première grande société des Amériques. Ce n'était pas seulement de la survie, c'était le début de la grandeur. Revenons environ à 1200 ans avant la naissance du Christ. Une grande partie de la Mésoamérique n'était encore qu'une mosaïque de petites communautés. Les gens cultivèrent le maïs, chassaient, pêchaient et faisaient un peu de troc. Mais dans les basses terres humides de l'actuelle Veracruz et Tabasco, il se passa quelque chose de différent. Ces jungles, si lourdes de chaleur et de mystère, devinrent le berceau d'une nouveauté absolue. Les Olmecs apprirent à dompter les rivières pour l'agriculture, à produire des excédents de nourriture et à rassembler les gens dans des villages organisés. Et quand les gens se regroupent, les idées s'entrechoquent, les hiérarchies se forment, et très vite, tu obtiens l'ébauche d'une civilisation. Soyons clairs, les civilisations ne naissent pas d'un coup. Elles éclatent après des générations de défis et d'ambitions. Les Olmecs ont trouvé comment transformer des terres marécageuses et inondables en champs productifs. Imagine l'ingéniosité nécessaire pour détourner les eaux, élever des tertres et gérer des cultures dans un tel environnement. Ces surplus permirent à des chefs, des artisans et des prêtres d'émerger. Certains purent arrêter de cultiver et commencer à façonner la société. Sans ce bond, il n'y aurait pas eu de civilisation Olmec, seulement des villages éparpillés engloutis par la jungle. Ce qui rend cette ascension si étonnante, c'est l'ampleur. À partir de simples forêts épaisses, les Olmecs ont créé des centres comme San Lorenzo et plus tard la Venta, de véritables pôles urbains où se rassemblèrent des milliers de personnes. Des rues, des places, des espaces cérémoniels et même des signes d'un ordre politique précoce commencèrent à se dessiner. Mais attention, il ne s'agissait pas seulement de construire des maisons. C'étaient des lieux de pouvoir conçus pour impressionner, inspirer et susciter la loyauté. Plus tard, nous explorerons ces cités perdues en détail. Mais retiens ceci, ils ne faisaient pas que vivre dans la jungle, ils la transformaient.
Et transformer, c'était inventer une identité. Ce n'était pas un modèle emprunté. Les Olmèques ne copiaient ni l'Égypte, ni la Mésopotamie, ni aucun autre endroit. Ils inventaient leurs propres règles. Ils ont offert à la Mésoamérique son premier goût d'art monumental, ses premiers symboles sacrés, et peut-être même sa première religion organisée. Ce qui avait commencé comme de simples fermiers dispersés dans la forêt ressemblait désormais à une immense expérience culturelle, dont les échos atteindraient les Mayas, les Zapotèques et même les Aztèques des siècles plus tard. Qu'est-ce qui alimentait cette ambition? Le pouvoir. Quand les récoltes étaient bonnes et que les échanges s'étendaient, certains pouvaient s'élever au-dessus des autres. Et ce n'étaient pas de simples chefs de clan minuscules. Les dirigeants Olmèques devinrent autre chose, des figures enveloppées de mythes et de cérémonies. Leur autorité venait non seulement de leur richesse, mais aussi de leur proximité avec le surnaturel. Mais nous reviendrons à cela quand nous parlerons de leurs souverains et de leurs chamans. Pour l'instant, retiens seulement que la naissance de la civilisation Olmèque n'était pas uniquement politique ou économique. Elle était spirituelle au cœur. Bien sûr, quand on pense au début, on se demande « Pourquoi là, précisément ? Pourquoi ces basses terres marécageuses, alors que tant d'autres régions semblaient être prometteuses ?» Les archéologues suggèrent que c'était peut-être grâce à la fertilité des sols, combinée à l'accès aux rivières et à la côte. Ils avaient le meilleur des deux mondes, des champs riches en maïs et des routes faciles pour commercer. Depuis cet emplacement parfait, les Olmèques pouvaient rayonner, influençant bien au-delà de leur berceau. D'une certaine manière, il n'est pas surprenant qu'ils soient devenus des géants. Toutes les conditions étaient réunies. Mais les débuts sont toujours fragiles. Les premières communautés Olmèques ne se sont pas élevées sans lutte. Les mêmes rivières qui leur donnaient la vie pouvaient provoquer des inondations catastrophiques. Les mêmes jungles qui les nourrissaient étaient pleines de dangers. Pour survivre, ils avaient ce besoin d'ingéniosité, de coopération, et soyons honnêtes, d'ambition. Et l'ambition, une fois qu'elle prend racine, ne s'arrête pas. Elle grandit, elle construit, elle transforme le monde autour d'elle. Voilà l'histoire des Olmèques, un peuple qui a pris des paysages sauvages et les a remodelés en quelque chose de permanent, de monumental. Ainsi, des jungles émergèrent des géants. Pas des géants au sens littéral, mais des géants par leur poids culturel. Les Olmèques devinrent les pionniers de la civilisation mésoaméricaine. Plus tard, leurs têtes colossales, leurs idoles, leurs rituels et leur art stupéfieraient le monde. Mais tout a commencé ici, dans les marais et les forêts, quand des gens ordinaires ont fait un saut extraordinaire. Et le meilleur, ce n'est que le début. Leur ascension n'est que le premier chapitre. Devant nous, il y a du mystère, du pouvoir et même des controverses. Mais tout remonte à ce moment, la naissance de la première véritable civilisation mésoaméricaine. Alors dis-moi, si la grandeur peut émerger de marais et de jungles, où d'autres pourraient-elles se cacher, attendant simplement de surgir? Les têtes colossales, des visages qui défient l'explication. Elles vous fixent de leurs yeux qui ne scient jamais. D'énormes visages de pierre, chacun pesant autant qu'une petite maison, dispersés dans les anciennes jungles comme des gardiens silencieux d'un monde oublié. Dès que vous les voyez, votre esprit ne peut s'empêcher de demander qui les a sculptées. Pourquoi paraissent-elles si réelles? Et quels secrets étaient-elles censées garder? Ce ne sont pas de simples sculptures. Ce sont des énigmes gravées dans le basalte, et leurs réponses nous échappent depuis plus de 3000 ans. Les têtes colossales Olmèques sont le genre de découverte qui frappe de plein fouet l'histoire. Chacune est taillée dans un seul bloc de pierre volcanique, transportée sur des kilomètres sans roues ni bête de somme. Imaginez cela, des tonnes de roches impitoyables, déplacées à travers marécages et rivières, puis façonnées en visages si détaillés qu'on y distingue pommettes, casques et même des expressions subtiles. Certaines paraissent sévères, d'autres presque amusées. Ce ne sont pas des icônes sans visage, ce sont des individus, et c'est là que le mystère s'épaissit. Beaucoup de chercheurs pensent que ces têtes représentaient des souverains Olmèques, immortalisés dans la pierre comme un moyen d'affirmer leur autorité. Imaginez-vous entrant dans une ville comme San Lorenzo et découvrant une tête de pierre de 3 mètres de haut, vous fixant du regard. Vous ne verriez pas seulement un chef, vous ressentiriez sa puissance à travers l'immensité du monument. Ce n'était pas que des portraits, c'était de la propagande gravée dans la terre elle-même. Mais voici le détail intrigant. Aucune de ces têtes ne se ressemble exactement. Leurs traits varient.
de la forme de leur visage à la courbure de leurs lèvres. Certaines portent un couvre-chef, souvent interprété comme un casque protecteur, tandis que d'autres affichent des designs plus simples. Étaient-elles guerriers, prêtres, ou peut-être les deux, puisque les dirigeants Olmec mêlaient souvent politique et surnaturel, un sujet sur lequel nous reviendrons quand il sera question des chamans et des souverains. Pour l'instant, retenons seulement que ces têtes n'étaient pas des symboles génériques. C'étaient des personnes, réelles, distinctes, uniques. Pourtant, ces têtes posent autant de questions qu'elles apportent de réponses. Pourquoi uniquement des têtes? Pourquoi pas des statues entières? Certains suggèrent que la tête représentait l'essence même de l'identité, le siège de la vie et de l'âme. D'autres évoquent les rituels, la décapitation étant un symbole puissant en Mésoamérique, lié au sacrifice et à la Renaissance. Ces têtes de pierre pourraient-elles en être l'écho spirituel? Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses, mais chaque théorie ajoute une nouvelle couche à leur énigme. Les transporteurs étaient aussi incroyables que les sculptés. La pierre provenait des montagnes de Tuxtla, situées à près de 80 km des centres Olmec. Pas de route, pas d'animaux pour tirer la charge, juste de la détermination humaine, des rondins, des cordes et peut-être des radeaux. Imaginez l'immense main-d'œuvre et la planification nécessaires. Des communautés entières ont sans doute été mobilisées pour déplacer une seule tête. Cet effort à lui seul montre à quel point ces monuments comptaient. Ce n'était pas de simples décorations. C'étaient des projets sacrés qui unissaient des régions entières. Quand les archéologues les ont mises au jour au XXe siècle, le monde fut stupéfait. Certaines théories extravagantes ont vu le jour, affirmant que ces visages avaient une apparence africaine ou suggérant des contacts avec d'autres continents. Ces hypothèses controversées circulent encore aujourd'hui, alimentant les débats auxquels nous reviendrons plus tard, quand il sera question des théories farfelues sur les étrangers, les mondes perdus et les extraterrestres. Pour l'instant, la vision la plus largement admise reste enracinée chez les Olmecs eux-mêmes. Ces têtes étaient leur chef, leur création, leur héritage. Ce qui frappe, c'est à quel point ces têtes colossales capturent mieux la personnalité. Elles ne sont pas de froides idoles ni de vagues effigies royales. Elles paraissent humaines, tellement humaines qu'on s'attend presque à les entendre parler. Et c'est sans doute pour cela qu'elles continuent de nous fasciner. Elles créent un lien à travers les millénaires, nous rappelant que les Olmecs, malgré le mystère qui les entoure, étaient de véritables personnes, avec des visages, des histoires et des rêves. Mais voici l'aspect troublant. Sur les 17 têtes colossales découvertes à ce jour, la plupart avaient été volontairement enterrées ou brisées dans l'Antiquité. Pourquoi les Olmecs auraient-ils mis tant d'efforts à créer de telles merveilles, pour ensuite les détruire ou les cacher? Était-ce une fermeture rituelle, une sorte de mort, symbolique d'un souverain après sa disparition, ou l'œuvre de rivaux cherchant à effacer leur mémoire? Quelle qu'en soit la raison, ces têtes n'étaient pas destinées à rester intactes pour l'éternité. Elles jouaient un rôle actif dans les rituels et la politique Olmec, leur sort lié à celui des personnes qu'elles représentaient. Se tenir devant l'une d'elles aujourd'hui, c'est ressentir tout leur poids, non seulement les tonnes de pierre, mais aussi la gravité spirituelle qu'elles portent encore. Elles rappellent une civilisation qui a prospéré bien avant les Mayas, bien avant les Aztèques, et qui a façonné un monde sur lequel d'autres allaient s'appuyer. Et elles rappellent tout ce que nous ignorons encore, car au fond, ces têtes colossales ne se contentent pas de défier l'explication, elles l'exigent. Elles nous défient de regarder plus près, de continuer à poser des questions, de frissonner d'émerveillement chaque fois que nous croisons leur regard silencieux. Et à mesure que nous avançons dans l'histoire des Olmecs, ces visages continueront de nous observer, leurs secrets enfermés derrière des lèvres sculptées dans la pierre. Les villes perdues de la Venta et San Lorenzo. Imaginez ceci, au cœur des jungles humides du sud du Mexique, où l'air est lourd et le sol recouvert de racines et de lianes, reposent les fantômes de cités qui ont marqué les débuts même de la civilisation dans les Amériques. La Venta et San Lorenzo, deux noms qui n'ont pas la sonorité familière de Rome ou d'Athènes, mais qui furent tout aussi extraordinaires pour leur époque. Aujourd'hui, ce sont des ruines englouties par la végétation, mais il y a des milliers d'années, elles vibraient de rituels, de politique et d'innovation. Commençons par San Lorenzo. Imaginez-vous entrer dans cette ville vers 1200 ans avant Jésus-Christ. Pas encore de pyramides de pierre, pas de roues, pas de bêtes de somme. Et pourtant, voici une cité bâtie sur un immense plateau, sculpté à la main, surélevée au-dessus des plaines marécageuses pour contrôler les inondations.
Pouvez-vous imaginer la détermination humaine qu'il fallait pour déplacer toute cette terre avec rien de plus que des paniers et des bras? Voilà San Lorenzo, une ville qui n'aurait pas dû exister avec les outils de l'époque, mais qui existait bel et bien. En parcourant ces places, vous verriez quelque chose d'étonnant. Des têtes colossales de pierre, chacune pesant plusieurs tonnes, taillées avec les visages humains sévères des souverains Olmèques. Ce n'étaient pas de simples œuvres d'art, c'était du pouvoir rendu permanent dans la pierre. Leurs expressions, nez plats et casques sur la tête, défient le temps comme pour nous rappeler qui gouvernait ici. Mais San Lorenzo n'était pas seulement une affaire de monuments. C'était aussi une affaire d'eau, soigneusement canalisée à travers un système complexe de drains en basalte. Certains archéologues pensent que ce n'était pas seulement pratique, mais aussi sacré, reliant le sang vital de la terre aux rituels humains. Puis, mystérieusement, San Lorenzo commença à décliner vers 900 ans avant Jésus-Christ. Était-ce des troubles politiques, un changement environnemental, ou peut-être l'ascension d'une autre ville lui volant la vedette? Quelle qu'en soit la cause, la domination de San Lorenzo s'éteignit. Mais les Olmèques n'en avaient pas fini. Dans son ombre s'éleva la Venta. La Venta, construite sur une île au milieu d'un marécage, semble être l'endroit idéal à éviter. Mais là, les Olmèques édifièrent l'un des premiers véritables centres cérémoniels de Mésoamérique. Imaginez-vous approchant d'une immense pyramide d'argile, l'une des premières du genre dans les Amériques, surgissant comme une montagne artificielle au-dessus du paysage plat. Autour d'elle s'étendaient des places, des cours et des hôtels, tous soigneusement alignés sur un axe nord-sud. Ce n'était pas un urbanisme aléatoire, c'était de la cosmologie inscrite dans la terre. À la Venta, l'art et la religion étaient étroitement liés. Profondément enfouis sous terre se trouvaient des dépôts d'offrandes, des figurines de jade polies, disposées comme figées dans un rituel, des mosaïques de pierres colorées agencées en motifs symboliques, pour ensuite être volontairement recouvertes. Ces offrandes n'étaient jamais destinées à être vues par des yeux humains une fois placées. C'étaient des messages adressés aux esprits, dissimulés dans la terre comme des murmures sacrés. Les têtes colossales existaient aussi ici, mais avec une nouvelle intensité. Et la Venta introduisit autre chose. Des trônes sculptés dans la pierre, représentant des souverains dans des niches, comme émergeant des mâchoires de créatures surnaturelles. Le pouvoir ici n'était pas seulement politique, il était spirituel, venu d'un autre monde. Et puis, tout comme pour San Lorenzo, le mystère frappa encore. Vers 400 ans avant Jésus-Christ, la Venta s'effondra. Certains parlent de changements climatiques, d'autres évoquent des tensions sociales, peut-être même des pressions extérieures. La cause exacte s'est perdue. Ce que nous savons, c'est que ces villes, autrefois au cœur de la vie olmèque, furent abandonnées, livrées à la jungle. Mais voici l'essentiel. Leur influence ne disparut pas. Plus tard, des civilisations comme les Mayas et les Aztèques regardèrent vers ces lieux, directement ou à travers la mémoire culturelle, et y puisèrent des idées, pyramides, rituels, et même la fusion de la politique et de la religion. La Venta et San Lorenzo devinrent plus que des ruines. Elles furent les graines de ce que nous appelons aujourd'hui la Mésoamérique. Se tenir dans ces villes perdues, aujourd'hui, entourées de silence et du bourdonnement des insectes, pousse à se demander qu'aurait-on ressenti en étant là à leur apogée, en entendant le son des tambours résonner dans les places, en voyant des prêtres vêtus de plumes accomplir des rituels au pied des pyramides, en ressentant l'émerveillement de voir des chefs immortalisés dans la pierre. Ces lieux n'étaient pas de simples cités, c'étaient des théâtres où se jouaient les premiers grands drames humains des Amériques. Et même si nous plongerons plus tard dans leurs croyances, leurs rituels et leur mystérieux déclin, voici une vérité. Sans la Venta et San Lorenzo, l'histoire de la civilisation dans les Amériques aurait été totalement différente. Ce furent seules les capitales oubliées d'un monde qui refusa de rester primitif. Des villes qui ont osé viser plus grand et qui un instant y sont parvenues. Maîtres de la pierre, comment les Olmèques ont déplacé des montagnes sans roues. Imaginez un bloc de pierre si énorme qu'il pèse plus qu'un éléphant, extrait à des kilomètres de l'endroit où il doit être placé. Maintenant, imaginez qu'il faille le déplacer sans roues, sans métal, sans animaux de trait. Ça semble impossible, non? Et pourtant, les Olmèques l'ont fait, encore et encore. Ils ne se contentaient pas de déplacer des pierres, ils déplaçaient des montagnes. Les Olmèques vivaient dans un monde qui exigeait de l'ingéniosité. Leur centre cérémoniel, San Lorenzo et la Venta, étaient construits avec des plateformes de terre
des places et des sculptures colossales qui n'étaient pas taillées dans le sol sous leurs pieds. Le basalte utilisé pour leurs œuvres les plus emblématiques venait de montagnes situées à des kilomètres, surtout de la chaîne des Tuxtlas. Cela signifiait qu'il fallait traîner ou faire flotter ces pierres de plusieurs tonnes à travers marécages, rivières et jungles. Imaginez simplement la détermination que cela demandait. Ce n'était pas un projet de week-end, c'était des années de travail, de coordination et de vision, mais voilà le problème. Nous ne savons pas vraiment quelle méthode ils utilisaient. Les archéologues n'ont que des théories, et chacune rend les Olmecs encore plus impressionnants. Certains pensent qu'ils traînaient les pierres sur des rondins, les faisant avancer centimètre par centimètre. D'autres affirment qu'ils utilisaient peut-être des radeaux pour les faire flotter sur les rivières. Dans les deux cas, cela aurait nécessité des centaines de personnes. Un timing parfait et des chefs capables de maintenir tout le monde concentré sur le but. Pourquoi tant d'efforts? C'est là que l'histoire devient fascinante. Ces pierres n'étaient pas de simples matériaux de construction. Elles étaient sacrées. Quand les Olmecs sculptaient des têtes colossales ou des trônes, ils façonnaient des symboles de pouvoir et d'autorité divine. L'acte même de déplacer ces pierres faisait partie du rituel, une démonstration de maîtrise sur la nature, une preuve de la force d'un dirigeant et la confirmation qu'une société pouvait s'unir autour de projets monumentaux. Imaginez la scène. Lorsqu'une tête colossale en basalte était enfin installée sur une place, ce n'était pas juste une statue, c'était un miracle, une preuve que leur chef avait la faveur d'esprit assez puissant pour commander à la terre elle-même. Le peuple pouvait regarder ces œuvres et savoir, leur dirigeant était choisi, puissant et extraordinaire. Plus tard, quand nous parlerons de souverains et de chamans, vous verrez à quel point les Olmecs liaient le pouvoir politique au surnaturel. Mais ici, les pierres racontent déjà cette histoire. L'ampleur de ce travail nous révèle aussi autre chose. Les Olmecs n'étaient pas de simples villageois isolés. Ils formaient une société organisée, avec des hiérarchies et des spécialistes. Quelqu'un devait planifier les routes, superviser les ouvriers, fournir nourriture et abri aux travailleurs et s'assurer que les pierres arrivaient intactes. Rien n'était laissé au hasard. Tout était réfléchi, contrôlé et visionnaire. Quand on comprend l'organisation nécessaire, il est difficile de ne pas voir les Olmecs comme de véritables pionniers de l'ingénierie mésoaméricaine. Et pourtant, le mystère demeure. Utilisaient-ils des radeaux? Construisaient-ils des routes spéciales ouées à travers la jungle? Existe-t-il des techniques que nous n'avons même pas encore imaginées? Chaque pierre est un récit inachevé, chaque monument une énigme qui attend d'être résolue. Certaines de ces pierres ont parcouru près de 50 miles, une distance qui mettrait au défi même nos machines modernes si l'on enlevait camions et grues. Et les Olmecs l'ont fait uniquement grâce à la volonté humaine et à leur ingéniosité. Cela soulève une autre question. Comment cet exploit a-t-il façonné leur culture? Déplacer des montagnes. Ce n'était pas seulement de la pierre, c'était une identité. Les Olmecs sont devenus le peuple capable de commander l'impossible. Et dès ce moment, la construction monumentale est devenue la norme des civilisations mésoaméricaines. Les Mayas, les Zapotèques, les Aztèques, tous ont suivi les traces des Olmecs, bâtissant des cités de pierre, poursuivant le même rêve de permanence. Mais tout a commencé ici, avec un peuple qui a appris à faire plier la terre. Il y a quelque chose de presque poétique là-dedans. Ils n'avaient pas de roues, mais ils avaient une vision. Ils n'avaient pas d'animaux de trait, mais ils avaient la foi. Et la foi, comme l'histoire nous le montre, peut déplacer des montagnes aussi sûrement que les muscles. Les Olmecs nous rappellent que l'innovation ne naît pas toujours de ce que l'on possède. Elle vient souvent de ce qui manque. Et dans leur cas, l'absence de roues a provoqué des exploits qui nous laissent encore sans voix. Alors, la prochaine fois que vous voyez l'une de ces têtes colossales, ne vous contentez pas d'admirer ses traits sculptés. Admirez le voyage qu'elle a accompli. Chaque fissure, chaque ligne dans le basalte porte l'écho de centaines de mains, de sueur, de détermination, d'une civilisation qui a refusé de se plier aux limites de son environnement. Et voici la part la plus troublante. Les méthodes se sont peut-être perdues, mais les pierres les sont toujours là, nous défiant de les comprendre. Les Olmecs ont peut-être disparu, mais leurs géants trônent encore en silence. Preuve qu'il n'a jamais fallu de roues pour que l'humanité trouve le moyen de remodeler le monde. Car parfois, les plus grands monuments ne sont pas seulement taillés dans la pierre, ils sont gravés dans l'effort, le courage et le refus d'abandonner. Et c'est là l'héritage que les Olmecs nous ont laissé. Symbolès de pierre,
le système d'écriture énigmatique des Olmecs. Et si les tout premiers de mots écrits des Amériques n'avaient pas été sur du papier, de l'écorce ou des tablettes d'argile, mais gravés dans la pierre il y a des milliers d'années par les Olmecs, de petits glyphes, des formes étranges, des symboles mystérieux gravés sur des monuments et des objets, nous murmurent que les Olmecs pourraient avoir été les premiers sur ce continent à inventer l'écriture. Mais voici le problème, nous ne savons toujours pas lire ce qu'ils ont écrit. C'est comme regarder un journal intime fermé à clé. Savoir que les secrets d'une civilisation entière sont à l'intérieur, mais sans aucune clé pour l'ouvrir. L'histoire de l'écriture olmèque commence avec des fragments. Contrairement aux Mayas, qui ont laissé de véritables codex et de longues inscriptions, les Olmecs n'ont laissé que des traces éparses. Un signe gravé ici, un glyphe taillé là. La pièce la plus célèbre est connue sous le nom de bloc de Cascajal, découvert au début des années 2000. C'est une dalle plate de serpentine, couverte de 62 symboles rangés en ligne. À ce jour, les chercheurs débattent encore. Est-ce vraiment de l'écriture ou juste une décoration élaborée? Mais en l'examinant de près, les symboles paraissent trop organisés, trop intentionnels pour être du hasard. Certains ressemblent à des insectes, d'autres à des plantes, des outils ou des formes abstraites. Ensemble, ils semblent presque vibrer d'un sens caché, comme le fantôme d'une langue juste hors de notre portée. Si le bloc de Cascajal est vraiment de l'écriture, cela repousse l'origine de l'alphabétisation mésoaméricaine de plusieurs siècles, voire d'un millénaire. Cela voudrait dire que les Olmecs n'étaient pas seulement des artistes, des commerçants et des bâtisseurs, ils étaient aussi des penseurs qui essayaient de capturer leur monde en symboles. Et si c'est vrai, alors chaque système d'écriture ultérieur de la région, des glyphes zapotèques aux hiéroglyphes mayas, pourrait bien avoir ses racines dans cette expérimentation olmèque. C'est dire l'importance de ce mystère. Mais voici le gros problème, nous n'avons pas de pierre de Rosette. Pour les hiéroglyphes égyptiens, les savants ont fini par les déchiffrer grâce à une inscription bilingue. Pour les Olmecs, nous n'avons pas ce luxe. Leur langue a disparu. Les langues de leurs descendants ont évolué vers autre chose. Nous ne pouvons que deviner le sens des symboles en les comparant avec des cultures plus tardives. Certains chercheurs pensent qu'ils enregistrent des rituels ou des lignées royales, d'autres qu'il s'agit peut-être de calendriers comptant les cycles du temps. Il est tentant de relier ces symboles au fameux calendrier mésoaméricain. Mais c'est une histoire que nous garderons pour plus tard. Ce qui me fascine, c'est à quel point ces symboles sont liés au pouvoir. L'écriture, après tout, a toujours été une question de contrôle. Les rois, les prêtres et les chamans pouvaient se graver leur autorité dans la pierre, rendant leurs paroles éternelles. Imaginez les faits. Se tenir devant un monument non seulement orné d'une tête colossale ou d'un esprit jaguar féroce, mais aussi couvert de symboles que seules les élites savaient lire. Cela devait ressembler à de la magie, transformer des mots en pierre éternelle. Mais voici un rebondissement. Certains des plus anciens symboles olmèques apparaissent non pas sur de grands monuments, mais sur de petits objets portatifs, figurines, pendentifs en jade ou même tessons de poterie. Cela suggère que l'écriture n'était pas réservée aux souverains. Elle pouvait aussi imprégner la vie rituelle quotidienne. Imaginez un chaman tenant un charme gravé de glyphes pendant une cérémonie, prononçant des mots que nous ne comprenons plus, tandis que les villageois regardaient comme de fascinés. Même s'ils ne pouvaient pas lire, les formes seules avaient du poids, comme des marques sacrées les reliant au monde des esprits. Le manque de certitude a nourri les controverses. Certains sceptiques affirment que les Olmecs n'avaient pas vraiment l'écriture, mais seulement une proto-écriture, une sorte de langage symbolique qui a ouvert la voie au vrai système plus tard. D'autres répliquent que le bloc de Cascajal montre de l'ordre, de la répétition et une structure, des signes caractéristiques d'une langue réelle. Le débat est loin d'être clos, et chaque nouvelle découverte peut faire pencher la balance. Et c'est peut-être cela qui rend le système d'écriture olmèque si captivant. C'est l'énigme ultime, posée aux racines mêmes de la civilisation américaine. Nous tenons dans nos mains les premiers murmures de l'alphabétisation du Nouveau Monde, mais nous sommes sourds à leur sens. Chaque symbole nous défie, comme une porte fermée que nous ne pouvons pas ouvrir. Ce qui rend tout cela encore plus troublant, c'est l'idée que peut-être les Olmecs l'avaient en voulu ainsi. Et si leur écriture était destinée à rester ésotérique, un code secret que seuls quelques initiés pouvaient y lire? Peut-être que le mystère que nous ressentons aujourd'hui est exactement celui qu'ils voulaient transmettre il y a 3000 ans. Alors la prochaine fois que vous verrez une photo du bloc de Cascajal ou d'un glyphe olmèque gravé, ne pensez pas seulement à des rayures sur de la pierre.
Pensez à des voix qui nous appellent à travers les siècles, leurs paroles figées, leurs messages enfermés dans le silence. C'est un rappel que même les civilisations les plus brillantes peuvent laisser derrière elles des histoires que nous ne comprendrons peut-être jamais. Et ce silence, le silence des mots qu'on ne peut pas lire, est peut-être le plus fort héritage que les Olmecs aient jamais laissé. Calendriers et temps. Les Olmecs ont-ils inventé le calendrier mésoaméricain? Le temps est l'une de ces forces invisibles qui gouvernent nos vies, mais imaginez un monde où personne ne l'avait encore domestiqué. Pas de montres qui battent la mesure, pas d'années numérotées sur un calendrier, pas d'agenda accroché au mur. Pour les Olmecs, il y a des milliers d'années. Le temps n'était pas seulement un moyen de compter les jours, c'était un lien entre les humains et les mouvements du cosmos. Et cela soulève l'une des grandes questions de l'histoire ancienne. Ont-ils été les premiers à inventer le calendrier mésoaméricain? L'idée paraît incroyable, non? Un peuple vivant des siècles avant les Mayas, avant les Aztèques, posant peut-être les bases de l'un des systèmes calendaires les plus complexes jamais conçus. Et les preuves, même fragmentaires, semblent le murmurer. Les archéologues ont trouvé parmi les Olmecs des signes précoces de l'usage d'un calendrier, ce qui laisse penser qu'ils ont peut-être été les premiers à compter les jours, les mois et les cycles d'une manière structurée, perfectionnée plus tard par d'autres civilisations. Le célèbre calendrier mésoaméricain était en réalité deux calendriers imbriqués. L'un était l'année solaire de 365 jours, divisée en 18 mois de 20 jours, plus une courte période de 5 jours, souvent considérée comme néfaste. L'autre était le calendrier rituel, un cycle de 260 jours qui liait la vie humaine, la fertilité et les cérémonies religieuses. Les Mayas sont célèbres pour avoir officialisé ce système, mais certains fragments suggèrent que l'étincelle venait des Olmecs. Par exemple, sur le site Olmec de Trézapote, les archéologues ont découvert ce que l'on appelle la stèle C. Gravée sur ce monument se trouve l'une des plus anciennes dates connues, utilisant le compte long, un système qui mesure les jours à partir d'un point de départ mythique. Cette unique inscription, taillée dans la pierre vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, pourrait bien être l'héritière directe des innovations Olmec. Pensez-y. Un symbole gravé survivant pendant des millénaires, reliant notre présent à l'antique mesure du temps. Mais cela va encore plus loin. Certains chercheurs estiment que le calendrier rituel de 260 jours aurait pu naître chez les Olmecs eux-mêmes. Pourquoi 260 jours? Les théories diffèrent. Certains pensent que cela correspond à la durée d'une grossesse humaine, un véritable calendrier de la vie. D'autres soulignent que, sous les tropiques, cela correspond plus ou moins au cycle agricole, entre la plantation et la récolte du maïs, plante sacrée pour les peuples mésoaméricains. Pour les Olmecs, le temps n'était pas une mesure abstraite, c'était la vie, la croissance, la naissance et la mort. Imaginez un prêtre chaman Olmec, debout sur une place à l'aube. Il observe le soleil levant derrière un monument placé avec précision, sachant exactement quel jour du cycle il viendra s'aligner. La communauté attend ces indications. Quand planter, quand accomplir les rituels, quand honorer la puissance divine. Le calendrier donnait aux dirigeants et aux chamans une immense autorité, mêlant le pratique et le surnaturel. Après tout, contrôler le temps est l'un des plus grands pouvoirs qui soit. Il faut tout de même se souvenir que nous ne pouvons pas encore affirmer avec certitude que les Olmecs ont inventé le calendrier. Certains soutiennent qu'il ne s'est développé que plus tard, chez les Mayas ou les Zapotèques, et que ce que l'on voit sur les sites Olmec n'est qu'une série d'expériences, et non le système abouti. Mais même des expériences peuvent être révolutionnaires. Tout comme les têtes colossales témoignent de leur maîtrise de la pierre, ces premières traces de calendrier suggèrent leur maîtrise du ciel. Et n'est-ce pas fascinant de voir comment le temps, une fois marqué par les Olmecs, a continué à résonner à travers les siècles. Les Mayas l'ont transformé en l'un des calendriers les plus sophistiqués de l'histoire humaine, capable de prédire les éclipses solaires avec une précision stupéfiante. Les Aztèques l'ont ensuite repris, l'intégrant à leurs propres rituels et croyances. Mais dans chacun de ces systèmes ultérieurs, on sent presque l'ombre des Olmecs, un rappel qu'ils furent peut-être les premiers à lever les yeux vers le ciel et à se demander comment mesurer l'éternité. Aujourd'hui, face à un monument Olmec, le silence semble vibrer de leur obsession pour les cycles. Les jours, les saisons, les vies, tout s'entrelace dans un rythme qu'ils ont tenté de capturer. Peut-être qu'ils n'ont pas seulement inventé une manière de marquer le temps, peut-être qu'ils ont donné un sens au temps. Et c'est sans doute pour cela que leur histoire perdure, non pas comme un chapitre clos, mais comme une question ouverte.
Ont-ils inventé le calendrier? Peut-être. Ou peut-être ont-ils fait quelque chose d'encore plus puissant. Ils ont appris au monde à écouter le battement du cœur de l'univers. Sang et rituel, le côté sombre de la religion. Olmec. Un certain frisson nous traverse quand on pense aux rituels anciens. Pas ceux des fêtes pleines de musique et de rire, mais ceux qui se déroulaient en silence, sous le regard attentif des idoles, où la vie et la mort tenaient en équilibre. Les Olmecs, souvent appelés la première grande civilisation des Amériques, n'étaient pas seulement des bâtisseurs et des artistes. C'étaient aussi des hommes et des femmes, convaincus que l'univers exigeait un prix. Et ce prix se payait souvent dans le sang. Quand on gratte les couches de la religion Olmec, on découvre un système fondé sur la dualité, vie et mort, lumière et obscurité, ordre et chaos. Pour les Olmecs, le monde n'était pas quelque chose de stable et garanti. Il devait être nourri, équilibré et rechargé. Et la seule monnaie que les idoles respectaient là vraiment, c'était le sang. Le sang humain portait la vie elle-même, et l'offrir était la preuve ultime de dévotion. Avant d'entrer dans les aspects les plus sombres, voyons comment le rituel fonctionnait au quotidien. Beaucoup de dirigeants et de chamans Olmecs, ceux qui étaient à la fois chefs politiques et guides spirituels, se coupaient volontairement, laissant tomber des gouttes de leur propre sang sur des objets sacrés ou dans la terre. Ces gestes n'étaient pas seulement douloureux, ils étaient puissants. Le sang servait de pont entre l'humain et le divin. Quand il coulait, on croyait que les idoles écoutaient. Mais parfois, ces gouttes ne suffisaient pas. Des preuves retrouvées sur des sites Olmecs suggèrent que des captifs, et peut-être même des membres de leur propre communauté, étaient sacrifiés lors de cérémonies plus importantes. La logique était terrifiante mais claire. Les idoles donnaient la vie, et la vie devait être rendue. Cet échange perpétuel était ce qui gardait le soleil levé, la pluie tombant et les récoltes poussant. Si cela te paraît familier, c'est parce que des civilisations plus tardives comme les Mayas et les Aztèques ont hérité et amplifié ces pratiques. Mais tout semble remonter aux Olmecs, qui ont posé les bases de cette vision du cosmos imprégné de sang. Imagine un instant l'un de ces rituels. Un chaman vêtu d'une peau de jaguar, psalmodiant tandis qu'une fumée s'élève de l'encens brûlant. La foule se rassemble, à la fois fascinée et effrayée, car chacun sait ce qui va arriver. Non loin, des tambours commencent à battre. Une victime, ligotée ou hébétée, est amenée. Et lorsque la lame scintille, la foule ne voit pas un acte de cruauté. Elle voit une offrande, un don nécessaire à des forces bien plus grandes qu'eux-mêmes. Les symboles gravés dans l'art Olmec nous donnent des aperçus de ce monde. Jaguars, serpents et dragons apparaissent souvent, non pas seulement comme des animaux, mais comme des êtres divins, avides d'offrandes. Plus tard, quand nous explorerons le mystère des idoles Olmec, nous plongerons davantage dans ces figures. Mais retenons déjà ceci. Leurs idoles n'étaient pas douces. Elles étaient puissantes, imprévisibles et exigeantes. Et voici l'aspect fascinant. Les fusions de sang rituel n'avaient pas seulement pour but de plaire aux idoles, elles servaient aussi au pouvoir. Un dirigeant Olmec qui saignait pour son peuple prouvait sa légitimité. Il montrait qu'il était plus qu'un simple homme, qu'il se tenait entre son peuple et les forces du cosmos. Le sacrifice devenait un théâtre politique, une manière de renforcer son autorité. Pour diriger, il fallait souffrir. Pour commander, il fallait saigner. C'est facile de s'en détourner aujourd'hui, mais pour les Olmecs, c'était la réalité. Leur monde était fragile. Les récoltes pouvaient s'échouer. Les tempêtes pouvaient se détruire. Les maladies se répandaient. Dans un environnement aussi imprévisible, offrir du sang leur donnait un sentiment de contrôle, la croyance que, grâce au rituel, ils pouvaient s'infléchir un peu le destin. Plus tard, quand nous parlerons du jeu de balle Olmec, tu verras comment rituel et sang se mêlent, même au sport. Les parties n'étaient pas de simples jeux. Elles pouvaient se finir en sacrifice, liant compétition athlétique et drame cosmique. C'était ainsi que les Olmecs voyaient le monde. Tout ce qu'ils faisaient était observé par des idoles qui pouvaient réclamer leur dû à tout moment. Mais peut-être que le plus grand mystère est celui-ci. Ces sacrifices étaient-ils vus comme des tragédies ou comme des célébrations? Certains chercheurs pensent qu'être choisi pour le sacrifice était un honneur, une façon d'entrer dans le cycle éternel en tant qu'offrande aux idoles. Pour ceux qui restaient, ce n'était peut-être pas la douleur qui remplissait l'air, mais la révérence. Nous ne saurons sans doute jamais exactement ce que ressentaient les Olmecs face à ces rituels, mais leur héritage est indéniable. Les fusions de sang et le sacrifice devinrent centraux dans la religion mésoaméricaine pendant des millénaires,
Et tout a commencé ici, dans les jungles, où les Olmecs ont sculpté leurs têtes colossales et murmuré leurs prières dans la fumée et le sang. C'est un rappel que les civilisations ne reposent pas seulement sur des pierres et de l'art. Elles reposent aussi sur des croyances, des peurs et parfois sur des rituels qu'on a du mal à imaginer endurer. Pour les Olmecs, le sang n'était pas seulement la vie, c'était le langage des idoles. Les réseaux commerciaux Olmecs, jade, obsidienne et la naissance du commerce. Loin des jungles humides où vivaient les Olmecs, des veines de jade vert scintillaient dans les hautes terres et l'obsidienne noire et tranchante brillait près des champs volcaniques. Ces ressources n'étaient pas locales au cœur Olmec, et pourtant on les retrouve dans les cités Olmecs, transformées en ornements, en lames et en trésors rituels. Cela nous dit quelque chose d'extraordinaire. Les Olmecs n'étaient pas seulement des fermiers et des bâtisseurs. Ils étaient connectés, intégrés dans un vaste réseau commercial qui s'étendait à travers toute la Mésoamérique. D'une certaine manière, c'était la naissance du commerce dans les Amériques. Commençons par le jade. Pour les Olmecs, ce n'était pas seulement une belle pierre, c'était l'essence même de la vie et du pouvoir. Sa couleur verte profonde symbolisait la fertilité, la croissance et même le souffle des idoles. Les souverains portaient pour eux des perles et des pendentifs de jade pour montrer leur statut, et les chamans l'utilisaient peut-être dans leurs rituels pour canaliser l'énergie divine. Mais les gisements de jade n'étaient pas dans les marais de Veracruz ou de Tabasco. Ils venaient de régions lointaines, comme la vallée du Motagua, dans l'actuel Guatemala. Cela signifie que des commerçants Olmecs, ou leurs partenaires, transportaient cette pierre précieuse à travers montagnes et rivières pour l'amener jusqu'au centre cérémoniel. Puis, il y avait l'obsidienne, ce verre volcanique qui pouvait être plus tranchant que l'acier une fois taillé. Elle était prisée autant pour son utilité que pour son rôle rituel. Grâce à elle, les Olmecs avaient des outils, des armes et des couteaux cérémoniels d'une extrême finesse. Mais encore une fois, les sources d'obsidienne étaient lointaines, situées dans des régions comme le centre du Mexique. Pour l'obtenir, les Olmecs devaient établir des relations, des réseaux et des échanges reliant des communautés séparées par des centaines de kilomètres. Et les Olmecs ne se contentaient pas d'échanger du maïs et des haricots en retour. Non, ce qu'ils offraient en échange était tout aussi remarquable. Leur spécialité, c'était l'art. De petites figurines, des haches polies, des masques sacrés, et même leur influence en tant que leader culturel circulait à travers ces réseaux. Le commerce n'était pas seulement une affaire de biens, c'était une façon de diffuser des idées, des styles et des croyances. Voilà comment les Olmecs sont devenus plus qu'une simple civilisation locale. Ils sont devenus les véritables faiseurs de tendances de la Mésoamérique. Ce flux de biens révèle quelque chose d'encore plus grand. Tu ne peux pas avoir du commerce sans organisation. Transporter du jade ou de l'obsidienne, ce n'était pas comme prendre un colis. Cela demandait de la planification, des voyages sur de longues distances, de la confiance entre groupes et des systèmes d'échange. Cela signifie que les Olmecs avaient des commerçants ou des intermédiaires capables de négocier, de protéger et de livrer. Cela suggère aussi que les dirigeants Olmecs contrôlaient et profitaient de ces échanges, utilisant ces objets rares comme symbole de leur pouvoir. Plus un souverain portait de jade, plus le message était clair. Il commandait non seulement à son peuple, mais aussi à des terres lointaines. Mais le commerce n'était pas seulement une affaire de luxe, c'était aussi une question de survie. Le sel, le cacao, des plumes exotiques et des peaux d'animaux circulaient probablement le long de ces routes. Chaque communauté offrait ce qu'elle avait en abondance et prenait ce qui lui manquait. Avec le temps, ces réseaux reliaient des régions éloignées, créant une identité mésoaméricaine commune où les cultures empruntaient, mélangeaient et innovaient. Plus tard, quand nous parlerons des Mayas ou des Aztèques, leurs immenses systèmes commerciaux sembleront familiers, parce que les Olmecs en avaient jeté les bases. Ce qui fascine les archéologues, c'est l'étendue de l'empreinte Olmec. Des ornements en jade apparaissent dans des tombes lointaines. Des motifs de style Olmec se retrouvent dans des poteries bien loin de leur territoire. Même leurs symboles sacrés voyageaient, portés sur des objets passés de main en main. C'est presque comme si les Olmecs utilisaient le commerce pour répandre leur ADN culturel. Partout où allaient leurs biens, leur influence suivait. Et cette influence n'a jamais vraiment disparu. Les civilisations ultérieures n'ont pas seulement hérité de leurs objets, elles ont hérité de leurs idées. On peut imaginer ce que ressentaient eux ces voyages. Des marchands marchant des semaines à travers la forêt, pagayant sur des canoës chargés de biens, affrontant tempêtes, bêtes sauvages,
et brigands en chemin. Chaque objet arrivé dans une cité olmèque portait une histoire écrite dans la sueur et le danger. Cela rend chaque perle de jade ou lame d'obsidienne plus qu'un simple artefact. C'est un survivant d'un long et périlleux voyage. Cela soulève aussi une possibilité intrigante. Le commerce faisait-il partie de ce qui donnait aux souverains olmèques leur aura de pouvoir surnaturel? Quand des biens exotiques arrivèrent de terres lointaines, le peuple devait avoir l'impression que leur chef avait des connexions au-delà de l'horizon, peut-être même des liens avec les idoles elles-mêmes. Ce mélange d'économie et de spiritualité, nous le reverrons quand nous explorerons comment dirigeants et chamans façonnaient la société olmèque. Et voici la partie la plus surprenante. C'était l'aube d'un système que nous vivons encore aujourd'hui. L'échange, le commerce, les réseaux, tout a commencé modestement, avec des perles de jade et des éclats d'obsidienne. Mais à partir de ces débuts humbles, ils sont devenus des systèmes mondiaux de commerce qui définissent notre monde. Les Olmèques n'avaient peut-être ni navires, ni routes, ni marchés comme nous les connaissons, mais ils avaient compris le pouvoir de la connexion. L'art des anciens, figurines miniatures et masques sacrés. De minuscules visages taillés dans le jade. De délicates figurines assez petites pour tenir dans la paume d'une main. Des masques si polis qu'ils semblent se briller dans l'obscurité. À première vue, l'art olmèque paraît trompeusement simple, mais plus on l'observe, plus il devient étrange. Pourquoi les mêmes artistes qui sculptaient d'énormes têtes de pierre consacraient-ils aussi tant de temps et de dévouement à des objets si petits, si fragiles, si intimes? Voilà où réside le mystère. Ces pièces n'étaient pas faites pour être jolies. Elles portaient un poids de sens qui dépassait largement leur taille. Prenons les figurines miniatures. Elles sont souvent faites de jade, une pierre si dure qu'il faut des heures infinies pour la façonner. Et pourtant les Olmèques la travaillaient avec une précision stupéfiante. Beaucoup de ces petites statues représentent des personnages aux bouches tombantes et aux yeux en amande, des traits si distinctifs qu'ils sont devenus presque une signature du style olmèque. Certaines sont assises en tailleur, d'autres debout, les bras croisés, et quelques-unes affichent même d'étranges expressions de douleur ou de transe. Étaient-ce de simples portraits du quotidien? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'elles symbolisaient des chamans, des ancêtres, ou peut-être des êtres surnaturels coincés entre le monde humain et le divin. L'une des découvertes les plus fascinantes est un ensemble de figurines de jade disposées dans une scène cérémonielle à la venta. Des dizaines de petites figurines sont alignées face à une rangée de haches fines plantées verticalement dans le sol. Cela ressemble à un rituel figé, un rassemblement éternel préservé depuis 3000 ans. Était-ce la reconstitution d'un mythe, un hommage aux ancêtres, ou une sorte de carte symbolique de la vision du monde des Olmèques? Quelle qu'en soit la signification, une chose est claire, ce n'étaient pas des jouets. C'étaient des accessoires sacrés d'un drame que nous ne pouvons plus entendre. Puis viennent les masques. Contrairement aux têtes géantes, les masques olmèques n'étaient pas faits pour être portés. Beaucoup sont trop lourds ou trop petits pour convenir à un visage humain. Ils semblent plutôt avoir été des objets rituels, peut-être placés sur des statues d'idoles ou déposés dans des tombes en offrande. Certains représentent des visages humains, d'autres mêlent traits humains et animaux. L'un peut afficher le rictus féroce d'un jaguar, un autre la sérénité d'un chaman en transe. La fusion de l'homme et de la bête est un thème récurrent chez les Olmèques, que nous retrouverons en explorant leurs idoles et leurs rituels chamaniques. Ce qui me frappe le plus dans ces masques, c'est leur polissage. Les Olmèques ne se contentaient pas de sculpter, ils ponçaient, lissaient et polissaient la pierre jusqu'à ce qu'elle brille comme du verre. Cet effort n'était pas pratique, il était spirituel. Un masque qui reflétait la lumière semblait vivant dans les flammes, comme si la pierre respirait. Imaginez une chambre de temple sombre, les flammes vacillant, les ombres dansant sur les murs et au centre, un masque de jade luisant d'un éclat étrange. On aurait eu l'impression de se tenir en présence d'un esprit, et ces objets voyageaient loin. Le jade n'était pas local aux terres olmèques, il venait de régions lointaines, transporté par d'immenses réseaux commerciaux. Pour les Olmèques, le jade n'était pas qu'une jolie pierre verte, c'était la vie même. Sa couleur reflétait la jungle luxuriante et les récoltes dont il dépendait. Sa dureté symbolisait l'endurance et l'éternité. Posséder un masque ou une figurine en jade, ce n'était pas seulement afficher sa richesse, c'était tenir un morceau de l'univers dans ses mains. Bien sûr,
Tout l'art olmèque n'était pas miniature ou rituel. Certaines œuvres étaient faites pour éblouir. Pensez au sol en mosaïque composé de blocs de pierre verte, soigneusement enterrés comme offrande, ou aux trônes colossaux sculptés dans un seul bloc de basalte. Mais les figurines miniatures et les masques se distinguent par leur intimité. Ils murmurent tous plutôt qu'ils ne crient. Ils nous montrent que si les Olmèques bâtissaient des monuments pour impressionner les foules, ils créaient aussi un art sacré pour des rencontres plus petites, plus discrètes avec le divin. Et pourtant, des questions demeurent. Ces figurines étaient-elles destinées aux vivants, utilisées dans des cérémonies avant d'être enterrées, ou bien étaient-elles des cadeaux aux morts, des compagnons pour l'au-delà? Les masques étaient-ils des visages pour les idoles, ou des portails pour que les chamans franchissent les mondes? Les Olmèques n'ont jamais écrit leur réponse. Ils nous ont seulement laissé de la pierre, façonnée avec dévotion et mystère. C'est peut-être pour cela que l'art olmèque semble encore vivant aujourd'hui. On peut contempler une tête colossale et ressentir sa puissance, mais quand on fixe une petite figurine ou un masque poli, on ressent autre chose, une intimité, une étrange proximité à travers les siècles. Comme si les Olmèques voulaient nous rappeler que les idoles ne se trouvent pas seulement dans l'énorme et le monumental, mais aussi dans le petit, le délicat, le personnel. Et ainsi, bien longtemps après que leur ville se soit effondrée et que leur nom ait été oublié, ces petits visages et ces masques lumineux continuent de parler, doucement, inlassablement, nous poussant à nous demander quel monde ils avaient jadis ouvert. Catastrophe climatique. La nature. A-t-elle détruit les Olmèques? Imaginez les Olmèques à leur apogée. Des villes prospères comme la Venta remplies de places et de monuments. Des routes commerciales animées d'échanges de jade et d'obsidienne. Des rituels accomplis sous le regard imposant des têtes colossales de pierre. Cela devait sembler inarrêtable, comme une civilisation destinée à durer pour toujours. Et pourtant, vers 400 ans avant Jésus-Christ, les Olmèques avaient disparu. Non pas conquis, ni renversés par des rivaux, mais apparemment effacés par quelque chose de bien plus impitoyable, la nature elle-même. Alors, que s'est-il passé? Pour répondre, il faut se replonger dans le monde olmèque. Leur territoire s'étendait le long de la côte du golfe du Mexique, une terre de rivières, de marécages et de sols fertiles capables de nourrir de grandes populations. C'était un paradis, mais aussi un équilibre fragile. Quand on vit si près des rivières, la pluie peut offrir de belles récoltes, ou bien tout détruire par des inondations. Les archéologues pensent que le changement climatique, peut-être une longue période d'inondation suivie d'une sévère sécheresse, aurait fait basculer la balance. Les preuves montrent que des rivières comme le Coatzacoalcos et le Tonala ont modifié leur cours. Imaginez vous réveiller et découvrir que la rivière qui nourrissait vos cultures et remplissait vos canaux s'était soudain détournée, laissant vos champs desséchés. Ou pire, imaginez des crues torrentielles qui ensevelissent les terres agricoles sous la boue, emportant maisons et temples. Pour un peuple si dépendant de l'agriculture, surtout du maïs, de tels désastres auraient été dévastateurs. Mais la nature ne détruit pas toujours d'un seul coup spectaculaire. Parfois, elle use les civilisations petit à petit. Une instabilité climatique prolongée aurait pu provoquer des pénuries alimentaires, entraînant des conflits internes. Des populations affamées perdent foi en leurs chefs et en leurs idoles, et quand cette foi s'effondre, les fondations de la société s'écroulent aussi. Rappelez-vous, les dirigeants olmèques étaient vus non seulement comme des figures politiques, mais aussi comme des intermédiaires avec le surnaturel. Si les pluies cessaient ou si les crues ne s'arrêtaient jamais, le peuple pouvait se demander, leur souverain avait-il perdu la faveur des idoles? Il y a aussi la possibilité d'une activité volcanique. La région autour du cœur olmèque est volcanique, et des couches de cendres datées de leur déclin ont été retrouvées dans certaines zones. Imaginez des cendres tombant du ciel, obscurcissant le soleil, étouffant les cultures et faisant croire à la fin du monde. Même sans éruption catastrophique, l'impact psychologique et agricole aurait été sévère. Bien sûr, le climat n'était pas la seule pression. D'autres civilisations comme les Zapotèques et les premiers Mayas commençaient à émerger, et les réseaux commerciaux ont peut-être glissé hors du contrôle olmèque. Mais il est frappant de constater à quel point leur effondrement coïncide avec des signes de bouleversement écologique. Des villes comme San Lorenzo et la Venta, autrefois florissantes, furent abandonnées. Les monuments de pierre renversés, les offrandes enterrées. Et puis le silence, la jungle reprenant ce qui fut autrefois de grands centres de vie. Et pourtant, les Olmèques ne disparurent pas du jour au lendemain.
Des preuves montrent que des survivants se dispersèrent dans les régions voisines, emportant avec eux des traditions, des styles artistiques et peut-être même des fragments de leur système calendaire. Ainsi, les Olmecs ne sont pas morts, ils se sont dissous dans les cultures qui suivirent, laissant leurs empreintes dans l'histoire mésoaméricaine. Mais la raison pour laquelle leurs grands centres se sont tus semble inséparable de la colère de la nature. C'est presque poétique, n'est-ce pas? La première grande civilisation des Amériques, détruite non par des armées, mais par l'environnement même qui l'avait nourrie. Et cela fait réfléchir sur la fragilité des sociétés humaines. Nous pouvons bâtir des monuments, ériger des villes, sculpter des têtes colossales qui défient l'éternité. Mais quand les rivières changent de cours, quand le ciel se ferme, quand la terre elle-même se révolte, tout cela peut s'effondrer en un instant. Se tenir aujourd'hui parmi les ruines, entouré par la jungle épaisse et le bourdonnement constant des insectes, c'est presque entendre l'écho de leur lutte. Les Olmecs avaient maîtrisé la pierre, les rituels et le commerce, mais au final, ils ne pouvaient pas maîtriser le ciel ni la terre. Peut-être est-ce là la vraie leçon qu'ils nous laissent. Les civilisations naissent non seulement de l'ambition humaine, mais aussi de la grâce de la nature. Et quand cette grâce s'épuise, aucun pouvoir ni aucune foi ne peut contenir le déchaînement. Alors, la nature a-t-elle détruit les Olmecs? Les preuves suggèrent fortement que oui, bien qu'il s'agisse peut-être moins d'une seule catastrophe que d'un long effilochement, où inondations, sécheresses et cendres volcaniques ont brisé les fils de leur monde. Mais voici le paradoxe. La destruction ne les a pas effacés. Elle les a transformés en légendes, laissant derrière eux des questions qui nous hantent encore. Car dans le silence de leur cité abandonnée, on ressent une vérité. Même les plus grandes civilisations ne sont jamais que des invités sur cette terre agitée. Civilisations rivales, les Zapotèques, les Mayas et l'ombre Olmec. Quand les Olmecs se sont effacés de l'histoire, ils ne sont pas partis en silence. Leur ombre est restée, comme un murmure dans les jungles et les vallées de Mésoamérique, influençant les civilisations qui ont émergé après eux. Mais ce qui rend l'histoire encore plus captivante, c'est que certaines de ces civilisations ne se sont pas contentées d'emprunter aux Olmecs. Elles se sont aussi définies en opposition à eux. Pour vraiment comprendre les Olmecs, il faut voir comment leurs rivaux, voisins et successeurs ont repris des morceaux de leur héritage, tout en traçant leur propre chemin. Prenons les Zapotèques. Ils ont émergé dans la vallée d'Oaxaca à peu près à la même époque où les Olmecs prospéraient. Leur capitale, Monte Albán, s'est élevée au sommet d'une montagne, un contraste frappant avec les cités Olmecs de la jungle des basses terres. Là où les Olmecs sculptaient d'immenses têtes de dirigeants et des idoles de jaguars, les Zapotèques gravèrent les danzantes, des figures étrangement contorsionnées qui pourraient représenter des ennemis vaincus ou des victimes sacrifiées. Certains chercheurs pensent que c'était une démonstration de pouvoir, peut-être inspirée des rituels Olmecs mais réinventés à leur manière. Les Zapotèques ont aussi développé l'un des premiers systèmes d'écriture connus dans les Amériques. L'ont-ils appris en observant l'expérience Olmec, avec les symboles gravés dans la pierre, ou était-ce une invention indépendante? Ce débat reste encore vif parmi les archéologues. Et puis il y a les Mayas, la civilisation qui a transformé la Mésoamérique en un monde de pyramides monumentales et de calendriers complexes. Les Mayas ont admiré, adapté et développé des idées qui semblent remonter aux Olmecs. Le serpent à plumes, que nous avons déjà vu apparaître dans l'art Olmec, s'est élevé plus tard dans les temples mayas sous le nom de Kukulkan. Leur terrain de jeu rappelle le jeu sacré que les Olmecs auraient pu ritualiser en premier. Même leur obsession pour le temps et les calendriers de compliqués semble porter l'empreinte Olmec. Mais les Mayas n'étaient pas des imitateurs. Ils ont pris ces graines et les ont transformées en un empire de mathématiques, d'astronomie et d'architecture qui a largement dépassé l'héritage Olmec. Voici pourtant le paradoxe. L'influence Olmec n'a jamais été simple. Ces civilisations n'ont pas tout accepté des Olmecs. Parfois, elles ont résisté. Là où les Olmecs mettaient en avant des souverains liés à un pouvoir chamanique, les Mayas ont construit de grandes dynasties de rois et de reines, inscrivant la politique dans des cycles cosmiques. Les Zapotèques, eux, ont bâti des villes entières pour dominer leur paysage, d'une manière que les Olmecs n'avaient jamais tenté. La rivalité ne se traduisait pas toujours par la guerre ouverte. Parfois, c'était une compétition d'idées, d'architecture ou de légitimité religieuse. Et pourtant, on sent encore cette rivalité silencieuse, même des siècles plus tard,
Les Mayas n'ont jamais oublié leurs prédécesseurs. Leurs mythes parlèrent d'un peuple ancien, mystérieux, puissant, proche de l'aube du temps. Les Aztèques, bien plus tard, regardaient l'art olmèque et les appelaient les gens du caoutchouc, ceux qui avaient enseigné le jeu sacré de Baal. Revendiquer une ascendance olmèque, c'était revendiquer une légitimité, mais aussi admettre que l'on marchait dans les pas de géants. La rivalité dans ce quai s'est perpétuée à travers la mémoire. L'archéologie révèle même des endroits où ces cultures ont pu se croiser. On a retrouvé des objets avec des motifs de style olmèque en dehors de leur territoire, jusque dans les régions zapotèques et mayas. S'agissait-il de cadeaux, d'objets de commerce ou de symboles d'influence? Ou bien étaient-ce les traces de confrontation culturelle, les Olmèques affirmant leur domination, leurs rivaux répondant à leur manière? Nous n'en sommes pas sûrs, mais une chose est claire, on ne pouvait pas échapper à leur présence, même en essayant. Ce qui rend cette histoire si fascinante, c'est que rivalité et héritage allaient main dans la main. Les Zapotèques ont bâti leur empire au sommet des montagnes. Les Mayas ont construit leur cosmos fondé sur le temps. Mais à travers tout cela, l'ombre olmèque s'étirait sur les siècles, rappelant que la première grande civilisation des Amériques avait fixé la barre. Pour surpasser les Olmèques, il fallait d'abord les reconnaître. Et c'est là que la rivalité devient moins un conflit qu'une source d'inspiration. Les Olmèques ont peut-être disparu, mais leur mémoire a obligé ceux qui sont venus après eux à se définir plus clairement, soit en répétant leurs symboles et rituels, soit en inventant de nouvelles traditions en réaction. Sans les Olmèques, les Zapotèques et les Mayas seraient-ils devenus ce qu'ils étaient? Ou se sont-ils élevés justement parce qu'ils voulaient sortir de cette ombre? Nous restons face à un paradoxe troublant. On appelle les Olmèques mystérieux parce qu'une grande partie de leur histoire s'est perdue. Mais ce sont leurs rivaux, par leur réussite et leur résistance, qui sont devenus la raison pour laquelle on perçoit encore aujourd'hui des traces des Olmèques. L'ombre qu'ils ont laissée n'était pas faite de ténèbres, mais de défis. Un défi que chaque grande civilisation mésoaméricaine après eux a dû relever. Des Olmèques aux Aztèques, un héritage gravé dans la pierre. Marchez à travers les ruines d'un temple aztèque dans la vallée de Mexico, et vous le sentirez, le poids de quelque chose de plus ancien, de plus profond, gravé dans la pierre elle-même. Les Aztèques ont bâti des cités qui émerveillaient le monde, mais ils n'ont pas inventé leur univers à partir de rien. Ils ont hérité d'échos, de symboles et d'idées qui remontaient à près de 2000 ans auparavant, d'un peuple depuis longtemps disparu, les Olmèques. Les Olmèques avaient disparu vers environ 400 ans avant la naissance du Christ, leur cité abandonnée, leur tête colossale à moitié enfouie dans la terre. Pourtant, leur influence refusa de disparaître. Les civilisations suivantes, les Zapotèques, les Mayas, les Toltèques et enfin les Aztèques, ne sont pas simplement tombées par hasard dans la grandeur. Elles se sont appuyées sur les fondations que les Olmèques avaient reposées des siècles plus tôt. C'est presque comme si les Olmèques étaient les grands-parents de la culture mésoaméricaine, lançant des traditions que d'autres allaient affiner et développer. L'un des héritages les plus clairs se trouve dans la religion. Les idoles olmèques, comme l'esprit du jaguar, le dragon et même les premières formes du serpent à plumes, ont laissé leur marque. À l'époque des Aztèques, ce serpent à plumes avait évolué en Quetzalcoatl, l'une des divinités les plus importantes de leur panthéon. Ce n'était pas une copie directe, mais la graine avait été plantée. Les croyances avaient changé, les noms aussi, mais leurs racines remontaient aux jungles où les Olmèques façonnaient pour la première fois des figures divines dans la pierre. Il en allait de même pour les rituels. Le jeu de balles sacré, auquel les Olmèques jouaient sur des terrains d'argile avec des balles en caoutchouc, devint une tradition centrale pendant des siècles. À l'époque aztèque, ce n'était plus un simple sport. C'était un rituel de lutte cosmique, où l'issue symbolisait l'éternel affrontement entre l'ordre et le chaos. Les échos des terrains olmèques résonnèrent encore dans chaque rebond de la balle, perpétuant une tradition ancienne qui soudait les sociétés. Et puis il y a l'écriture et les calendriers. Même si le système olmèque reste mystérieux, ils expérimentaient déjà avec des symboles et des façons de mesurer le temps. Les civilisations suivantes les ont perfectionnés en systèmes hiéroglyphiques complets et en calendriers d'une précision incroyable, mais l'étincelle pourrait bien avoir été d'origine olmèque. Sans ces premiers pas hésitants, qui sait combien de temps il aurait fallu à la Mésoamérique pour développer des moyens si sophistiqués d'enregistrer et de prévoir. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer l'art et l'architecture.
Les Olmecs étaient des maîtres de la pierre, sculptant des têtes colossales, des trônes et des figurines détaillées. Leur sens de l'échelle, leur croyance en la permanence, influencèrent toutes les cultures qui suivirent. Quand les Aztèques élevèrent le Templo Mayor à Tenochtitlan, ils faisaient esco à une tradition initiée par les Olmecs, utiliser la pierre comme un pont entre le ciel, la terre et le monde souterrain. La pierre n'était pas qu'un matériau de construction, c'était un lien avec le divin. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont les Aztèques eux-mêmes regardaient en arrière. Ils percevèrent les traces des Olmecs comme sacrées et mystérieuses. Ils croyaient en une lignée de grandes civilisations avant eux, chacune portant la sagesse de celle qui l'avait précédée. Pour les Aztèques, l'histoire n'était pas une ligne droite. C'était un cycle. Les Olmecs faisaient partie de ce cycle, rappelés non pas dans chaque détail de leur nom, mais à travers les traditions, les rituels et les symboles qui avaient survécu. Dans la vision aztèque du monde, les Olmecs appartenaient à une chaîne cosmique qui s'étendait en arrière et en avant dans le temps. Même le commerce s'est poursuivi. Le jade, l'obsidienne et des produits exotiques avaient autrefois circulé entre les mains Olmecs, et des siècles plus tard, les Aztèques contrôlaient d'immenses routes commerciales reliant des terres lointaines. Le principe restait le même. Le pouvoir ne venait pas seulement des armées, mais aussi de la capacité à relier et à échanger. Cela aussi faisait partie de l'héritage gravé dans le tissu de la vie mésoaméricaine. Et c'est là que cela devient presque étrange. Les Olmecs avaient peut-être disparu, leur cité reprise par les forêts, mais leur influence était si profonde que les civilisations ultérieures ne se contentèrent pas de répéter leurs idées. Elles les rendirent éternelles. Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent au XVIe siècle, ils découvrirent un empire aztèque éblouissant de puissance. Mais enfoui sous cet empire, il y avait encore des fondations Olmecs, murmurant à travers la pierre, les rituels et la mémoire. Voyez les choses ainsi. Les civilisations s'élèvent et tombent, mais les idées perdurent. Les Olmecs ont appris à la Mésoamérique à rêver grand, à sculpter des idoles dans la pierre, à relier les dirigeants au surnaturel, à mesurer le temps et à l'honorer, à connecter les communautés à travers le commerce et les rituels. Chaque empire venu après eux marchait, d'une certaine façon, dans leurs pas. Et c'est peut-être pour cela que, même aujourd'hui, les Olmecs hantent encore l'histoire. Ils nous rappellent qu'aucune civilisation ne se dresse jamais seule. Chaque monument, chaque rituel, chaque innovation porte des traces de ceux qui ont précédé. Les Aztèques ont peut-être écrit leur héritage dans le sang et la pierre, mais l'encre leur avait d'abord été donnée par les Olmecs. Cela nous laisse avec une question à laquelle l'histoire ne répond jamais tout à fait. Quand vous marchez à travers les ruines d'un empire plus récent, quelle voix entendez-vous vraiment? Celle des dirigeants qui l'ont bâti, ou celle des fantômes des géants qui les ont précédés? Théories controversées, voyageurs africains, idoles extraterrestres, ou monde perdu. Les Olmecs sont déjà assez mystérieux en eux-mêmes, mais dès que leurs têtes colossales furent déterrées, les théories se sont mises à affluer. Certaines étaient audacieuses, d'autres complètement farfelues, et certaines sont devenues si populaires qu'elles ont éclipsé la véritable histoire des Olmecs. Les gens n'étaient pas satisfaits d'explications simples, ils voulaient du spectaculaire. Et qui peut leur en vouloir? Les Olmecs ne nous ont laissé aucun texte clair, aucune réponse évidente, juste des visages de pierre qui nous fixent, leurs secrets enfermés derrière leurs lèvres. Quand l'histoire laisse des vides, l'imagination se précipite pour les combler. L'une des théories les plus célèbres est la connexion africaine. Ces têtes colossales, avec leurs nez larges, leurs lèvres épaisses et leur individualité frappante, ont conduit certains premiers explorateurs et même quelques savants à suggérer que des Africains avaient traversé l'Atlantique il y a des milliers d'années et influencé la culture olmèque. Imaginez le tumulte que cela a provoqué. Si c'était vrai, cela réécrirait toute l'histoire des Amériques. Cela voudrait dire un contact entre continents bien avant Christophe Colomb, un niveau d'exploration que les livres d'histoire ne nous ont jamais enseigné. Mais voilà le problème. Les archéologues n'ont trouvé aucun artefact de style africain, aucune trace d'ADN, aucun navire ou produit d'échange pour soutenir cette idée. Les têtes olmèques, aussi puissantes soient-elles, ne prouvent pas un contact. Elles reflètent plutôt la diversité des traits indigènes en Mésoamérique. Le consensus est clair. Les Olmecs étaient natifs, brillants et pleinement capables d'accomplir ce qu'ils ont fait sans aide extérieure. Pourtant, la théorie des voyageurs africains refuse de disparaître.
Elle ressurgit encore et encore parce qu'elle s'est palpitante. Elle alimente l'idée de connexion cachée à travers le globe, d'une histoire bien plus interconnectée que ce qu'on nous raconte. Puis viennent les théories extraterrestres. Ce sont les grandes favorites des documentaires et des discussions nocturnes. L'argument est le suivant. Comment les Olmecs, sans roues ni outils en métal, ont-ils pu sculpter des têtes de 10 tonnes et les transporter sur des kilomètres à travers marécages et rivières? La réponse, selon certains, est qu'ils n'étaient pas seuls. Des êtres venus d'ailleurs, peut-être même des idoles vivantes, seraient descendus pour leur donner les connaissances, les outils, le coup de pouce nécessaire pour créer de telles merveilles. On peut facilement en rire, mais imaginez un instant. Vivre il y a des milliers d'années, entouré de jungle, et voir votre communauté tirer un bloc de pierre de la taille d'une montagne, centimètre par centimètre, jusqu'à la ville. Pour un étranger, ou même pour un villageois qui voyait ça pour la première fois, cela pouvait sembler surhumain. Pour nous, c'est une preuve d'ingéniosité, de planification et de détermination. Pour eux, cela pouvait être divin. Les extraterrestres ne sont pas nécessaires pour expliquer ces exploits, mais l'idée perdure parce qu'elle touche une corde sensible, le désir de croire que nous ne sommes pas seuls, que l'impossible devient possible si quelqu'un ou quelque chose intervient. Et puis, il y a la théorie la plus romantique de toutes, les Olmecs comme survivants d'un monde perdu. Certains disent qu'ils étaient les restes de l'Atlantide ou d'une autre civilisation avancée anéantie par une catastrophe. L'argument est simple. Les Olmecs semblent être apparus soudainement, déjà sophistiqués, déjà en train de sculpter, de commercer et de régner. D'où venait cette sophistication? Pour les partisans des mondes perdus, les Olmecs n'étaient pas des débutants, ils étaient héritiers, portant les fragments d'un passé effacé. Mais l'archéologie nous brosse un autre tableau. Les Olmecs ne sont pas apparus comme par magie. Ils ont grandi à partir de communautés agricoles plus anciennes, de générations de petits villages apprenant à gérer la terre, à commercer et à s'organiser. Ce qui ressemble à un éclat soudain de génie est souvent simplement le moment où leurs réalisations ont laissé des traces assez grandes pour que nous les retrouvions. Pourtant, la théorie des mondes perdus continue de séduire, car elle touche l'un des mythes les plus anciens de l'humanité. L'idée que quelque chose de plus grand a existé autrefois et que nous ne vivons que dans son ombre. Alors, pourquoi ces théories attirent-elles autant l'attention quand les preuves pointent ailleurs? Parce que les Olmecs nous ont laissés avec le silence. Ils n'ont pas laissé de voix claire que nous pouvons entendre aujourd'hui. Ils ont laissé des symboles que nous ne savons pas encore lire, des monuments que nous n'arrivons pas à expliquer complètement, et des ruines qui ne font qu'effleurer leur histoire. Dans ce silence, l'imagination prospère. Extraterrestres, voyageurs africains, monde perdu, ce sont toutes des tentatives pour donner une voix aux Olmecs, quand nous n'en avons pas. Mais voilà l'ironie. La vérité est déjà extraordinaire. Un peuple sans animaux de trait a sculpté des monuments capables d'écraser un camion. Ils ont échangé jade et obsidienne sur de vastes distances. Ils ont peut-être inventé le premier système d'écriture et le premier calendrier des Amériques. Ils ont fusionné politique, religion et art en quelque chose de si puissant que les civilisations suivantes, les Mayas, les Aztèques, ont bâti sur leurs fondations. Avons-nous vraiment besoin d'extraterrestres ou de l'Atlantide pour rendre cette histoire magique? Les Olmecs étaient déjà assez remarquables. Et pourtant, ces théories controversées servent un but. Elles maintiennent les Olmecs vivants dans l'imaginaire collectif. Elles font en sorte que même ceux qui n'ont jamais entendu parler de San Lorenzo ou de la Venta aient au moins aperçu une tête colossale dans un livre ou un documentaire et se soient demandé « et si ?» C'est ça, la beauté des mystères de l'histoire. Parfois, les questions sans réponse sont tout aussi importantes que les réponses. Elles nous invitent à continuer de creuser, à continuer de questionner, à ne jamais laisser le passé se transformer entièrement en poussière. Alors, que vous soyez adepte des preuves solides ou amateur des frissons du « et si », les Olmecs se tiennent au centre de tout, silencieux, énigmatiques, nous défiant de les expliquer. Et c'est peut-être leur plus grand exploit. Pas seulement ce qu'ils ont bâti, mais la façon dont ils nous poussent encore à nous interroger, à débattre, à rêver. Car au fond, les Olmecs n'appartiennent pas seulement aux livres d'histoire, ils appartiennent à l'imagination humaine, et c'est un lieu où leur histoire ne mourra jamais. Le mystère éternel. Pourquoi les Olmecs hantent encore l'histoire? Certaines civilisations ont laissé des livres, d'autres des chroniques gravées dans la pierre. Les Olmecs, ils nous ont laissé des énigmes.
de gigantesques têtes de pierre qui nous fixent avec des regards impénétrables, des symboles gravés dans le jade et le basalte qui sont peut-être des mots ou peut-être autre chose, des cités avalées par la jungle, leurs histoires réduites au silence. Et pourtant, des siècles après leur disparition, les Olmecs refusent de se laisser oublier. C'est comme s'ils hantaient l'histoire, postés au bord de la mémoire, nous défiant de les comprendre. Ce qui les rend si obsédants, ce n'est pas seulement ce que nous savons, c'est ce que nous ignorons. Les Olmecs furent la première grande civilisation des Amériques. Ils ont construit des cités comme San Lorenzo et La Venta, vénéré d'étranges divinités comme le jaguar et le serpent à plumes, et créé un art qui nous captive encore. Mais les plus grandes questions, qui étaient-ils? Pourquoi ont-ils émergé? Pourquoi ont-ils disparu? Restent sans réponse. Et ce sont ces vides dans leur histoire qui nous attiraillent sans cesse. Chaque découverte ne fait qu'approfondir le mystère. Les archéologues exhument des têtes colossales, pesant parfois jusqu'à 40 tonnes, et se demandent comment un peuple sans roues ni bêtes de trait a pu les transporter à travers marais et jungles. Ils trouvent des indices d'un système d'écriture précoce et débattent pour savoir s'il s'agissait vraiment du premier script des Amériques. Ils découvrent des autels représentant des dirigeants sortant de portails de l'inframonde et se demandent s'il s'agit de rois divins, de chamans ou de quelque chose d'encore inconcevable. Chaque réponse semble incomplète, comme une phrase sans fin. Et puis, il y a l'héritage. Les Olmecs se sont peut-être éteints il y a plus de 2000 ans, mais leur culture a continué d'irradier. Les Mayas et les Aztèques ont hérité de leur divinité, de leur jeu de Baal, de leur obsession pour le temps et les cycles. Même aujourd'hui, le jaguar rôde dans l'art mexicain et le serpent à plumes apparaît comme un symbole national. Les Olmecs survivent, non pas par leur propre voix, mais à travers les cultures qu'ils ont influencées. C'est une forme de hantise, non pas malveillante, mais persistante, comme une ombre dont on ne se défait pas. Mais ce qui nous trouble le plus, c'est à quel point leur mystère paraît moderne. Les Olmecs étaient humains, comme nous, curieux, ambitieux, effrayés par l'inconnu. Ils gravaient des visages dans la pierre, non pas pour nous, mais pour eux-mêmes, sans imaginer qu'étrangers, des millénaires plus tard, viendraient contempler ces têtes à la recherche de sens. Leur silence nous force à projeter nos propres interrogations dans leur vide. Étaient-ils de brillants mathématiciens, des dirigeants impitoyables, des visionnaires rêvant d'autres mondes? Chaque théorie en dit plus sur nous que sur eux, et c'est peut-être pour ça que les Olmecs ne nous lâchent jamais. Et puis viennent les théories controversées. Certains affirment que les Olmecs furent influencés par des voyageurs venus d'outre-mer, ou même par des êtres d'ailleurs. Les chercheurs sérieux rejettent ces idées, mais elles persistent, car les Olmecs ont laissé juste assez d'étrangeté pour alimenter les spéculations. Ces grands yeux de pierre, ces figures mi-humaines, mi-animales, ils dégagent une impression troublante, comme si les Olmecs cherchaient à atteindre des vérités que nous ne comprenons toujours pas. Et faute de réponse solide, le mystère nourrit l'imagination. La hantise vient aussi de la terre elle-même. Visitez le cœur Olmec et vous trouverez des jungles ruisselantes de pluie, des rivières serpentant comme des serpents et un sol qui cache des secrets à quelques centimètres sous la surface. Le silence y est lourd, comme si la jungle se souvenait. Chaque monument exhumé est comme un fantôme qui refait surface, rappelant qu'une grande civilisation a jadis respiré ici. Les explorateurs du XIXe siècle décrivirent les têtes colossales avec émerveillement et confusion, se demandant s'ils n'avaient pas découvert un monde perdu. En un sens, c'était vrai. Et quand on retrace le déclin des Olmecs, le mystère s'épaissit encore. Des changements climatiques ont-ils ravagé leurs récoltes? Des peuples rivaux se sont-ils dressés contre eux? Ou bien leur propre système politique et religieux s'est-il effondré de lui-même? Contrairement à Rome ou à l'Égypte, nous n'avons pas de chronique de bataille, ni de liste de rois. Nous n'avons que le silence de cités abandonnées et les faibles échos de leur présence dans les cultures qui ont suivi. Ce silence est en soi une hantise. Alors, pourquoi les Olmecs hantent-ils encore l'histoire? Parce qu'ils demeurent une énigme. Ils sont le point d'interrogation au début de la civilisation mésoaméricaine. Parce qu'ils nous ont montré un éclat de grandeur, puis ont disparu avant qu'on ait pu les comprendre. Et parce que leur silence nous confronte aux limites de notre savoir. Pensez-y. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, où presque tout peut être trouvé instantanément. Et pourtant, les Olmecs nous rappellent que certaines histoires restent verrouillées, que le passé est plus profond et plus étrange que ce que nous imaginons. Ils prouvent
que même les plus grandes civilisations peuvent écailler et s'éteindre, ne laissant derrière elles que des fragments et des questions. Et peut-être que c'est ça, la véritable hantise. Non pas les fantômes des Olmecs eux-mêmes, mais le fantôme de notre propre curiosité. Nous revenons sans cesse vers eux parce qu'ils nous montrent que l'histoire n'est pas une ligne droite, mais un puzzle aux pièces manquantes. Et chaque fois que nous croisons ces visages de pierre colossaux, qui nous fixent à travers 3000 ans, nous ressentons le même frisson. Le rappel que les premières histoires de l'humanité attendent encore d'être racontées, et que certaines ne le seront peut-être jamais. Mais vous, qu'en pensez-vous? Les Olmecs étaient-ils les véritables fondateurs de la culture mésoaméricaine, ou seulement un chapitre d'une histoire bien plus ancienne que nous n'avons pas encore découverte? Partagez vos idées dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître vos théories. Si vous avez aimé explorer les secrets de la première grande civilisation des Amériques, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains voyages dans le monde ancien. Merci infiniment d'avoir regardé, et souvenez-vous, l'histoire n'est jamais seulement le passé, c'est le plus grand mystère que nous essayons encore de résoudre.